partie. Également, ce soir, une petite chose qui change, c'est qu'on laissait le chat ouvert pour que vous puissiez poser des questions. Cette fois-ci, on a fermé volontairement le chat pour vraiment se concentrer sur l'émission. Donc, toutes les personnes qui auraient des questions à poser, je vous propose, via le dernier message qui a été publié, de les envoyer directement à Björkio, ou vous pouvez éventuellement les envoyer à Isa. Je remettrai le lien. Et ce que je vous propose vraiment dans cette émission, c'est de pouvoir prendre la parole, poser vos questions. On va faire une première partie d'émission où Hugo va avoir le plaisir de nous présenter le grand projet du MOSICA. Donc, on va mettre au clair, mais qu'est-ce que c'est le grand projet du MOSICA? Et ensuite, dans la deuxième partie, l'objectif, c'est de faire une approche qui est très humaine, comme on fait d'habitude dans l'émission. C'est de pouvoir faire vraiment des questions-réponses avec Hugo et vraiment avoir un échange pour chacun va avoir ses questions, puisque c'est un grand projet et je pense qu'il touche beaucoup de monde aujourd'hui, dans l'instant où on est. Donc, chacun peut-être aura des questions particulières. Donc, j'avais mis dans le dernier post du groupe une image pour expliquer justement comment intervenir. Si vous voulez intervenir au moment où on viendra aux questions-réponses justement auprès de Hugo, vous avez juste à appuyer sur le bouton du micro, parce qu'actuellement, vous ne pouvez pas parler. Quand vous appuyez une première fois, vous allez demander un droit de parole. Et nous, de notre côté, on va voir justement cette demande qui a été faite. Et ensuite, on activera vos micros en citant vos noms quand ce sera le moment de parler. Donc, à tour de rôle, on fera au mieux pour essayer de faire parler un maximum de personnes. Et voilà, donc n'hésitez pas à poser des questions. C'est vraiment une émission qui est ouverte avec le cœur. On est là pour échanger. Donc, Hugo, il y a pas mal de personnes connectées, donc on peut commencer si tu veux. Donc, Hugo, je te laisse le soin de présenter, comme tu as l'habitude de faire, le grand projet du MOSICA, afin que tout le monde puisse comprendre ce qu'il est. Écoute, merci beaucoup, c'est avec plaisir, surtout qu'en plus je suis bien motivé. Je viens de regarder toute la partie du rapport du GIEC qui vient de sortir là début août, et du coup c'est encore plus impliquant qu'avant. Alors, pour présenter le grand projet, je vais vous faire une version ultra résumée dans un premier temps et que je vais développer un petit peu, mais pour que tout le monde puisse cerner. L'idée du grand projet, en fait, c'est tous ensemble. Nous voulons un monde sans argent. Le même jour, partout dans le monde, nous laissons tomber les moyens de paiement. L'idée, en fait, c'est parti d'un constat que l'argent crée de nombreuses dérives et qu'au final, l'ensemble de ces dérives, mises bout à bout, font vraiment que la société n'est absolument plus soutenable. Et donc, on a creusé l'idée d'une société sans argent. On s'est appuyé sur toutes les études qu'on a pu trouver. On a longuement réfléchi tout ça. Et on est arrivé sur le grand projet, que je vous invite d'ailleurs à découvrir sur le site de mosica.org, dans lequel justement vous pourrez avoir à la fois toute cette page de constat qui va vous amener de fil en aiguille à la même réflexion que nous sur les problématiques engendrées par l'argent. Et ensuite, vous pourrez découvrir justement cette page du grand projet qui montre comment est-ce qu'il est possible de bâtir une société justement basée sur les ressources, basée sur l'exercice de sa vocation aux autres, en fait, sur la démocratie citoyenne également, et sur le partage des efforts. Donc, on a là, en fait, 4 piliers qui garantissent finalement qu'on peut conserver une société tout aussi performante que la nôtre aujourd'hui, mais en mieux. En mieux parce que sans l'argent au milieu de la société actuelle, on va pouvoir utiliser de véritables leviers d'action dans tous les domaines principaux de la société, à savoir l'environnement, dans lequel on va vraiment pouvoir œuvrer. C'est-à-dire que quand on regarde, par exemple, je vous disais, je regardais le GIEC tout à l'heure, qui se base sur 5 scénarios du pire au meilleur. Grâce à un projet comme le Grand Projet, on a le meilleur dossier environnement sous la main. Donc, c'est une question de temps seulement avant qu'on puisse faire valoir tout ça, parce qu'il semble fort évident qu'un monde sans argent soit la solution à tous les problèmes actuels. Donc voilà, c'est très très dur de faire entendre cette idée-là parce que l'argent est présent dans nos sociétés depuis de très nombreuses années, mais on se bat
et on arrive de plus en plus à se faire entendre. Donc voilà un petit peu pour la présentation générale. Et c'est à partir de là que un déluge de questions normalement entre en ligne de compte quand les gens commencent à envisager une projection comme ça d'un monde pareil. Ça ouvre à la fois tout un champ des possibles, mais tout un champ de questionnement. Merci Hugo. Je voulais juste rajouter pour tous, quand vous allez découvrir, vous allez sur le site mosica.org, vous allez pouvoir découvrir un petit peu le grand projet, qu'est-ce que c'est. Et pour ma part, quand je suis allé investiguer justement pour découvrir en fond, j'ai trouvé aussi que toute la partie, il y a la partie vidéo qui était très bien faite. Donc je vous propose même d'aller sur YouTube et de taper Mosica le grand projet. Les vidéos sont très bien expliquées sur le fonctionnement, par exemple, de l'app dont on va parler tout à l'heure. Donc, je vous recommande vraiment, comme vous disiez Hugo, vous pouvez aller sur le site pour vous imprégner de ce qu'est le projet, et vous pouvez le faire à travers leurs vidéos qui sont très intéressantes. Ben merci parce qu'on met beaucoup de cœur justement à l'ouvrage et c'est vrai que c'est pas évident d'avoir de bonnes vidéos, mais le but c'est de les rendre virales le plus possible et d'avoir un bon contenu pour que vraiment les gens puissent adhérer à tout ça. Ok, donc Hugo, en fait, tu disais tout à l'heure l'objectif et le but. Je pense qu'il y a beaucoup d'entre nous qui l'ont en cœur et en tête. Ce serait d'entrevoir donc un monde sans monétique, sans argent, sans valorisé par quelconque forme que ce soit sur un plan monétaire. C'est ça. Et c'est l'intention et l'initiative de ce grand projet. Est-ce que tu peux expliquer justement, à travers cette initiative que vous avez, quels sont les outils et comment vous mettez en place justement cette transition-là? Comment elle fonctionne en fait? Alors, en fait, le grand projet se déroule en 3 étapes. On a une première étape de rassemblement où le but est que nous soyons majoritaires à vouloir justement ce monde sans argent. La deuxième partie est l'organisation, parce que le grand projet repose également sur la démocratie directe et pour laquelle donc on a mis en place l'organisation démocratique globale, qui est tout un processus d'organisation qui va nous permettre finalement une organisation en réseau pour que chaque région, chaque zone soit indépendante et autonome. Le but est vraiment de créer une organisation en réseau pour faciliter la résilience, l'autonomie. Et donc, il y a tout un programme qui va être associé sur laquelle on est inspiré par la sociocratie, l'holacratie. Donc, ça va être vraiment toutes ces modalités de gouvernance partagée. Et donc, c'est un très, très gros programme et très joli à voir également parce que là encore, on va pouvoir envisager des modalités de prise de décision qui sont diamétralement opposées à celles que l'on a aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est basé aujourd'hui sur des systèmes pyramidaux. Et là, on serait plutôt sur un fonctionnement en réseau. Et donc, ça ouvre tout un champ des possibles parce que ça permet à chaque citoyen finalement d'être porteur de voix, finalement, d'être entendu directement. Et ça permet une plus grande représentativité du peuple dans les choix que nous allons faire tous ensemble. Et surtout, ça permet de décider tous ensemble, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui dans la pseudo-démocratie dans laquelle on se situe, hein, on a été classé récemment en démocratie défaillante. Donc du coup, voilà, tout ce programme d'ODG-là également, qui fait partie intégrante du grand projet et qui va permettre de s'organiser tous ensemble du niveau local jusqu'au niveau mondial. Donc ça passe par cette phase d'organisation. Et la troisième phase, pour en revenir, qui est la phase de transition, où là, le même jour, nous nous entendons tous pour ne plus utiliser d'argent, mais tous continuer nos activités habituelles. Donc l'idée, en fait, c'est de ne pas déstabiliser finalement les choses dans un premier temps et de pouvoir faire une transition donc complètement en douceur. Il faut savoir que le grand projet, c'est une proposition qui est complètement pacifique. Donc l'idée, c'est que voilà, nous fassions cette transition tous ensemble et de là, on va pouvoir effectivement mettre en place toute cette organisation qu'on aura travaillée durant l'étape 2 au travers de l'ODG. Et là-dessus, on se base d'ores et déjà sur une application et des assemblées
qui sont en place. Donc, très concrètement, le projet se matérialise déjà, c'est-à-dire qu'on a une application qui permet de centraliser toutes les assemblées entre elles, de les regrouper pour qu'elles puissent communiquer et surtout pour que les gens puissent se retrouver entre eux, avoir des réunions de manière physique et non plus que virtuelle, et là-dessus pouvoir mettre en place justement tout ce qui est outils de résilience, de communication, voilà. Donc on a déjà en France plein de petites assemblées un peu partout en France et en francophonie, parce qu'il faut savoir qu'à l'heure actuelle, le grand projet, c'est 8 000, 9 000 personnes. 9 000 personnes, ça va très très vite. D'ailleurs, on était Et 8 000 il y justement, a... Hugo, hein, si je peux me permettre, je rebondis, parce que tu as sauté sur l'app, mais je vais rebondir sur ce que tu dis par rapport au nombre d'adhérents et par rapport au pays. Aujourd'hui, il y a à peu près, je crois, entre 8 et 10 000 adhérents, et vous êtes sur différents pays. Est-ce qu'aujourd'hui, sans forcément parler des autres pays que le nôtre, mais en parlant du nôtre, par exemple, est-ce qu'il y a une échelle de ratio il y a combien de personnes en France? Est-ce que c'est quelque chose que tu peux nous partager? Oui, bien sûr. Alors, le projet à l'heure actuelle est principalement francophone. Hein. Donc, D'accord, ok. il y a 80 pays, mais on a très très peu de représentants actifs sur les différents pays. En principal, on est sur la France, la Belgique, la Suisse, le Canada aussi est assez représenté, il me semble, et d'autres pays francophones que je dois oublier très certainement, mais et principalement, bien entendu, en France. Et là-dessus, pour en revenir, donc on a déjà beaucoup d'assemblées qui se montent. On a des assemblées sur Paris, sur Nancy, sur plein de régions en France, sur La Réunion également, hein, d'où je suis, puisque chez moi, j'en profite pour le dire quand même à nos auditeurs, il est plus 2 heures. Hein, donc voilà, je suis un poil fatigué, il est 21h15 du coup, Oh, attention, pardonnez-moi. attention, l'émission, elle dure encore 3 heures, hein. Attention, Ah oui, oui, mais hein. alors Je je rigole. suis fatigué parce que j'ai pas l'habitude de me coucher tard. J'ai 3 enfants en bas âge. J'ai 2 jumeaux qui ont bientôt 2 ans et un plus grand qui a bientôt 4 ans. Donc du coup, c'est toujours le feu et du coup, le soir, c'est chaos total des parents. Mais en tout cas, voilà, il y a la ferveur de défendre le projet qui booste et qui me tient éveillé sans aucun problème pour être parmi vous. Et donc, pour en revenir, parce que mon petit nombril n'intéresse personne, au niveau de l'application, voilà, il y a déjà des assemblées qui sont formées un peu partout. Et donc, les gens se rassemblent et mettent d'ores et déjà en place cette organisation. Donc, ça va être beaucoup de communication sur fédérer. Le but dans l'étape 1 dans laquelle on se situe, c'est donc de fédérer les associations, les assemblées, pardon, se rassemblent et vont trouver des moyens pour communiquer le grand projet de manière locale, vont mettre en place également des initiatives telles que des jardins partagés ou des ateliers gratuits, et donc vont déjà en fait, si vous voulez, mettre en place tout ce qui peut graviter au travers d'un monde sans argent, sachant que malgré tout, la finalité va réellement être cette bascule. L'objectif est réellement cette bascule parce que à l'heure actuelle, on ne peut absolument pas concevoir de changer ou de modifier le système. Le but à l'heure actuelle est réellement, on parle réellement et concrètement de changer purement et simplement de système. Voilà, donc tout ce qui est fait à l'heure actuelle, malheureusement, n'est qu'une goutte d'eau, on va dire, dans le véritable action. La véritable action est elle-même de s'émanciper en soi de cette société et de pouvoir en bâtir une qui soit fondée justement sur toutes ces valeurs qu'on essaye de mettre en avant. D'ailleurs, Hugo, j'ai moi-même testé l'applicatif, que j'ai trouvé vraiment très très sympa. Je voulais faire un petit retour d'expérience. En fait, moi j'étais un peu comme certains. Je connaissais le grand projet Mosika de nom, j'en avais entendu parler, mais je ne savais pas comment fonctionnait l'applicatif. Donc, durant ces quelques jours, je suis allé sur votre site, je suis allé sur l'applicatif et j'ai trouvé très sympa le principe, en fait, parce que le principe, c'est que donc, vous vous inscrivez, vous définissez le lieu où vous êtes, ce qui va définir, on va dire, une communauté locale. Et sur cette communauté locale, en fait, on va définir quelles sont les compétences qu'on va pouvoir s'apporter les uns aux autres. Et de cette manière-là, on va pouvoir, en toute autonomie, de ce que j'ai pu voir, créer des assemblées avec différentes personnes qui vont venir à l'intérieur de ces assemblées avec différentes compétences. Et l'objectif, c'est de devenir autonomes les uns les autres et de pouvoir s'entraider avec les compétences de chacun.
Donc, j'ai trouvé l'arborescence intéressante sur le plan applicatif. Et c'est là où je te poserai la question qui m'est venue, mais est-ce que vous êtes en train de travailler sur l'application mobile? Parce que ça me semble tellement évident que vous le déportiez dessus, en fait. C'est génial parce qu'on dirait qu'on a travaillé les questions à l'avance. Ah, pas du tout, hein. Donc, en fait, oui, on a déjà tout un groupe. En fait, on a passé un appel à candidature pour des web développeurs pour venir nous épauler justement là-dessus. Et j'en profite en passant pour dire que c'est toujours ouvert, hein, si jamais parmi vous, il y a des web développeurs qui se sentent motivés par ce projet. On travaille déjà sur l'application V2 qui sera effectivement développée pour fonctionner sur mobile et permettre d'être beaucoup plus réactive. Et enfin, voilà, on travaille déjà à l'évolution de l'application, même si celle-ci est toujours en cours de développement et subit toujours des mises à jour et des évolutions. Donc voilà, Ok, ok. ça avance de partout. Bon, Je bah, tiens également à revenir un tout petit instant sur la partie site et les traductions, parce qu'on parlait donc que le grand projet est quand même de partout dans le monde, mais quand on va sur le site, pour le moment, il n'est qu'en français parce que c'est un tout nouveau site qu'on vient d'avoir depuis 2-3 mois à peu près, euh, peut-être un petit peu plus. Et donc, tous les traducteurs, là également, sont à pied d'œuvre pour faire les traductions. Donc là encore, tous les bénévoles sont les bienvenus. Donc on a beaucoup de personnes voilà, qui sont déjà en train de finir la traduction anglaise, italien, allemand, etc. Donc voilà, c'est pourquoi le site est juste en français encore pour l'instant, malgré le fait qu'on soit dans plusieurs pays. Ok, et merci pour cette précision, Hugo. Ah oui, j'ai vu qu'en fait, quelqu'un que je suis, que j'aime beaucoup, qui est Mika Deniso, aussi soutenait et poussait le grand projet. Comment ça s'est fait, cette collab ensemble, en fait? Comment vous en êtes venus ensemble on va dire, à réunir ce que vous êtes, le grand projet, et lui, pour pouvoir avancer ensemble? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, écoute, en fait, il a vécu la même expérience que moi, c'est-à-dire qu'il a découvert le grand projet, il a apprécié le grand projet, il s'est emparé du grand projet. Voilà, moi, c'est comme ça que je suis rentré dedans et Mika fut la première personne, pour l'anecdote, fut la première personne à qui j'ai écrit pour lui parler justement du grand projet. Et donc, il m'a répondu très rapidement et m'a très vite en plus laissé entendre que non seulement donc l'idée parce qu'à la base, je sollicitais juste pour passer dans ses vidéos éventuellement ou qu'il parle de nous. Et en fait, il m'a dit, bah, écoute, en fait, au-delà de parler de vous, ça m'intéresserait éventuellement même de faire partie des vôtres et de me battre à vos côtés, quoi. Donc voilà comment ça s'est lancé. Et finalement, c'est parti de là. Et aujourd'hui, voilà, on collabore étroitement. Et c'est vrai que Mika nous fournit une aide précieuse. Et on est voilà, très nombreux comme ça à rejoindre le grand projet et à avoir cette capacité à s'en emparer. Donc c'est ça qui est merveilleux parce qu'on se retrouve avec une force vive absolument incroyable de personnes qui viennent apporter leur contribution et de manière autonome en plus parce que donc Mika, lui, est dans la partie, dans l'équipe de communication du grand projet en lui-même, mais l'équipe de communication du grand projet, c'est aussi chacune des assemblées, puisque comme je te le disais tout à l'heure, on est dans l'étape 1, le rassemblement, ce qui fait que chaque assemblée a pour but de fédérer un peu plus de personnes autour de sa localité. Et du coup, comme ça, voilà, on se retrouve à avoir de plus en plus de gens qui vibrent et qui s'approprient ce projet. Et je trouve ça extraordinaire. Je suis complètement d'accord avec toi, c'est-à-dire qu'une initiative et un grand projet comme le vôtre, en fait, a pour vocation de communiquer par l'humain, c'est-à-dire qu'il faut parler du projet. On peut créer toutes les applications qu'on voudrait, on pourrait faire imaginer tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, l'humain, l'échange et le fait de pouvoir pousser un projet personnellement, hein, si moi, par exemple, je suis utilisateur de la plateforme, que je crée une assemblée, que je mets à disposition, par exemple, mes différentes compétences, ben, je vais en parler autour de moi parce que c'est en parlant autour de moi que je vais ramener d'autres compétences et que justement, à un moment donné, moi, je vais pouvoir fournir les miennes à d'autres et que d'autres vont pouvoir fournir les leurs en fonction des besoins que j'ai aussi, tu vois. Tout à fait. Si chaque personne parle du grand projet à deux personnes,
En l'espace d'un rien de temps, le monde est conquis. Ok. Isa, toi, tu avais t'avais des questions pour Hugo? Oui, tout à fait. Euh, je voudrais savoir comment les personnes, suite à certaines révélations qui risquent d'être faites, vont être pas mal déstabilisées, vont peut-être plus avoir confiance en rien du tout. Comment euh, amener ces personnes à valider ce projet qui, pour moi, est d'une totale évidence. Mais pour d'autres personnes qui ont plus confiance dans les politiques, comment les amener à retrouver une confiance en elles, une confiance en quelque chose, en un projet qui est fabuleux, mais où il va y avoir certainement beaucoup de peur, beaucoup de croyances limitantes, beaucoup de choses comme ça qui risquent de les freiner. Alors, je te remercie pour cette question qui est très, très intéressante. Alors justement, pour y répondre très clairement, c'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas en politique. On n'est pas en politique pour la simple et bonne raison que nous n'y croyons pas. Voter n'apporte strictement rien, manifester non plus d'ailleurs. On se rend compte que finalement, œuvrer dans la matrice, dans la société, dans le système, ne change strictement rien. La seule et unique solution reste réellement l'émancipation. Donc c'est vraiment cette volonté d'émancipation qui fait que nous ne sommes pas en politique et que malgré le caractère politique que peut revêtir l'Organisation démocratique globale, hein, l'ODG, qui en soi est un ensemble de modalités d'organisation. Donc en termes d'étymologie, la politique revêt ce caractère, hein, c'est-à-dire la capacité qu'ont les sociétés à s'organiser. Maintenant, au-delà de ça, les gens vont réussir à s'identifier à ce nouveau projet par rapport à une capacité déjà d'introspective. C'est-à-dire qu'il faut être capable de se questionner réellement sur ses valeurs, sur ses buts, sur ses choix. Et à partir de là, entrevoir que finalement l'argent n'est absolument pas le but à atteindre en aucune façon et que au final de s'émanciper, certes, va soulever des questions assez importantes, va faire sortir de sa zone de confort, mais en contrepartie, va amener à des choses qui sont absolument extraordinaires. C'est-à-dire que quand on creuse un peu le grand projet, on se rend très vite compte qu'il est la solution, c'est-à-dire, je parlais tout à l'heure du GIEC par rapport au dossier environnement. Je vous disais, ça peut sembler très prétentieux, hein, mais pour autant, vous aurez tout le loisir de vérifier, et c'est très nécessaire de vérifier tout ce que je vous dis et de ne pas le prendre pour argent comptant. Mais vous pourrez voir qu'on a l'un des meilleurs dossiers climatiques sur la table. Vous pourrez voir que d'ailleurs, au-delà des plus grands enjeux mondiaux, on a les meilleures réponses possibles sur le sujet de la natalité, par exemple, avec un dossier comme le Grand Projet, lorsqu'on instaure la scolarité de partout dans le tiers-monde, l'éducation qui devient libre et ouverte à tout le monde, lorsqu'on permet le travail également à toute l'humanité, on a un taux de natalité qui se régule de lui-même de manière naturelle, sachant que c'est l'objectif de toutes les politiques en vigueur que de réussir à réguler la natalité de manière naturelle. Vous voyez, le but, c'est justement de ne pas créer de politique qui soit drastique en la matière et de laisser la nature se faire. Et là encore, le grand projet permet d'amener les meilleurs leviers d'action. Donc au final, voilà, dans tous les domaines, on a vraiment des capacités qui sont énormes. On parlera peut-être, si le temps nous est donné, du dossier énergie, parce que très vite, c'est l'un des enjeux aussi que l'énergie dans le monde d'aujourd'hui, avec les énergies fossiles, les énergies renouvelables, et les promesses du grand projet au milieu de tout ça, qui apporte effectivement aussi un lot de réponses. Donc, c'est un sujet qui est très difficile à appréhender, qui demande vraiment effectivement non seulement une introspective, enfin une remise en question de ces valeurs, tout du moins un questionnement de ces valeurs fondamentales, mais également, comme je le disais, je perds mon fil. Ben, en fait, tu es en train de dire quelque chose qui vibre et qui résonne. En fait, c'est qu'en fait, ce grand projet, pour moi, de ma vision, et en fait, évolue en fonction de l'éveil de conscience de chacun.
C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que nous nous éveillons dans notre propre réalité, dans notre propre accomplissement, on monte en conscience l'importance que de vivre sur une planète saine, que de protéger notre planète, que de faire attention comment nous allons nous alimenter, de la manière dont nous allons vivre et s'entraider les uns les autres. Et justement, moi, la question à travers ça, c'était comment activement, en fait, et quelles démarches vous avez prévues dans les mois et années à venir, justement, vous avez prévu, et qu'est-ce que vous avez prévu de faire pour justement sensibiliser et qui plus est encore engager justement les gens dans ce sens-là? Tu peux me clarifier ta question? Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens évoluent d'eux-mêmes, donc en conscience et en se sensibilisant aux questions fondamentales de notre vie sur Terre et qui sont dans l'engagement même de votre projet. Et il y a des personnes aujourd'hui qui ne le sont pas, tu vois. Donc aujourd'hui, quelles sont les démarches peut-être que vous avez prévues dans les mois en termes vraiment, on va dire, des actions réelles, peut-être dans le concret ou autre, pour justement sensibiliser les gens, parce qu'aujourd'hui, vous faites une communication à travers les réseaux sociaux, mais est-ce que vous avez prévu si on pourrait dire ça comme ça, des projets dans l'actif humain, tu vois? Alors oui, alors d'un certain côté, je vais un peu me répéter parce que, en termes de communication, donc dans la phase 1, se rassembler, on a, ce qui n'est absolument pas négligeable, toutes ces assemblées qui se forment un peu partout et qui elles-mêmes, génèrent tout un tas de communications. Donc d'elles-mêmes, le but de chacune d'une assemblée est de grandir, de sensibiliser le plus possible de personnes dans, sa ville, dans sa région, et cetera. Et au final, donc c'est un axe d'action qui est assez important. Là-dessus, en termes de communication au niveau du grand projet, on a, tout un lot, on va dire effectivement d'actions qui sont, à la fois, déjà effectuées, en cours et prévues. Donc on a un planning qui se suit, qui est ultra chargé. Mais là où je voulais en venir, c'est que, heu, le terreau n'est pas encore, suffisamment fertile pour faire germer cette graine. Et notre but, dans un premier temps, est de vraiment faire preuve de pédagogie pour, permettre à ce sol d'être, beaucoup plus, fertile, pour justement, comprendre l'idée d'un monde sans argent. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont très, très réfractaires dans la notion de perdre, leur confort, leurs habitudes, leur façon d'être, et c'est une remise en question qui est très, très profonde que de penser une société sans argent. Et d'ailleurs, le meilleur exercice de pensée à ce sujet-là est de visualiser les différentes, situations du quotidien, sous l'angle d'une société monétaire. Heu, Ça peut être tout et n'importe quoi, le fait d'aller acheter son pain, le fait de vendre, son produit pour ceux qui sont commerçants, le fait d'aller au restaurant ou d'utiliser un service, et de toujours entrevoir, voilà, la même chose. Comment aurait été ce service, dans une société sans argent? Comment aurait été cette baguette de pain dans une société sans argent? Comment auraient été ces actualités? Parce que ça, c'est encore plus éloquent quand on regarde les actualités et qu'on imagine la même, la solution qu'on aurait pu éventuellement apporter à cette problématique, si on enlevait l'argent. On se rend compte que c'est extrêmement révélateur, de ce qui se passe à l'heure actuelle et de la solution que ça permet d'apporter, de manière très concrète, quoi. Mais je Ok. crois que du coup, je t'ai peut-être pas répondu très concrètement, Ben, à ta non, non, question. non, 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 tu as super, non, 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 tu as super bien répondu. Ce que je ferai aussi, je vois un petit message, je mettrai justement, je vais l'envoyer directement, parce que j'ai accès au groupe. Je vais l'envoyer sur le groupe si les gens veulent aller découvrir. En fait, j'envoie l'app si les gens veulent se connecter, s'inscrire justement pour voir comment ça fonctionne et voir si elles ont justement des personnes engagées à côté de chez eux, dans leur localité. Ce serait Alors, intéressant. bien sûr, je te remercie effectivement de faire ça parce que, c'est le but, c'est effectivement d'encourager tout le monde à rejoindre l'application et surtout à rejoindre une assemblée. Et donc de là, il y a 2 possibilités. C'est soit, rejoindre une assemblée en tant qu'observateur, soit en tant que membre actif. Donc, en tant qu'observateur, vous allez être informé des actualités de l'assemblée, des dates de rendez-vous, du compte rendu, et cetera. Alors que membre actif, vous signifiez que vous voulez, participer aux réunions, et que vous serez présent et qu'on peut compter parmi vous. Et donc voilà, je voulais également rebondir quand même pour finaliser sur la question que tu me posais, qui sont,
quels sont les outils et les actions que vous allez mener pour pouvoir communiquer finalement ce Et grand projet, hein, si Hugo, je résume bien. excuse-moi de te couper la parole, mais juste avant de te laisser terminer, parce que je voyais qu'il y avait des gens qui levaient la main et je voulais juste leur dire, hein, je vais te laisser terminer d'échanger. Et comme il y a des gens qui veulent poser des questions, moi, ce que je te propose, si tu es d'accord, quand tu vas finir de nous partager ce que tu as partagé, est-ce que tu serais OK pour qu'on commence à ouvrir les questions? Pour toi, c'est bon? Je sais pas. Je sais pas. Non, je plaisante, bien sûr. Il y a pas, Bon, ben c'est il y a parfait, pas comme de ça, souci. je vois Jeune 12 qui lève la main, comme ça, quand Hugo a terminé de parler, je te proposerai de prendre la parole. Et si d'autres veulent prendre la parole, je leur propose de cliquer sur le micro, parce que ça me permet d'activer vos micros, de vous voir. Je t'en prie, Hugo, vas-y, excuse-moi. Bon, bah écoute, de toute façon, ça sera très rapide, mais ce que je voulais dire, voilà, c'est qu'il y avait déjà donc les assemblées qui allaient fédérer des personnes, mais il y a surtout, comme je le disais tout à l'heure, tout un tas de personnes qui s'accaparent ce grand projet et qui viennent nous apporter des solutions extraordinaires. C'est magnifique. On a des auteurs qui sont en train d'écrire des livres, on a des réalisateurs qui sont en train de monter des documentaires. Enfin, on a vraiment des choses extraordinaires qui se présentent et de plus en plus parce que la communauté n'arrête pas de grandir. On était 8000 il n'y a même pas un mois. Je crois il y a 15 jours, 3 semaines, on est déjà 9000. Donc voilà, c'est vraiment que le début d'un très grand projet. On aurait dû l'appeler le très grand projet. Bon, en tout cas, merci pour ces explications. Je vais activer. Alors, ben non, je vois plus de micro. Ben non, Jeanne 12, où est-ce qu'elle est? Je la vois plus. Attends, je vais regarder si elle Tu est lui as encore fait là. peur. Ben, je lui ai fait peut-être peur, mince. Elle avait levé le micro, elle regrettait peut-être d'avoir appuyé sur le bouton. Bon, après, c'est vrai que c'est pas évident de prendre la parole comme ça pour poser des questions. Je lance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait poser des questions à Hugo ce soir sur le grand projet Mosika? Est-ce que tu es là, Burkio, toi? Oui, j'allais justement, je vous ai pas interrompre depuis tout à l'heure. Donc, je vais Alors, proposer à tous de effectivement, monter le micro. Vous pouvez monter le micro de Björkio parce qu'il y a un petit problème technique apparemment et vous allez l'entendre très très bas. Donc, vous pouvez cliquer sur Björkio directement et mettre le volume du micro à fond pour bien entendre si vous voulez. non, je disais, par rapport à l'aspect, on va dire, pédagogique pour accompagner les gens vers cette évolution et ce constat que l'humanité a vocation à basculer vers un monde sans argent. Déjà, Hugo, tout à l'heure, en début d'émission, parlait du fait que c'était la seule solution pérenne sur le long terme et que tout le reste de nos actions dans le système n'étaient que des réactions qui, en fait, étaient des coups d'épée dans l'eau. Euh, pour le coup, je pense tout de suite en fait aux monnaies locales qui, en fait, d'un point de vue économique, ne peuvent marcher que parce que elles viennent se positionner en parallèle des monnaies dettes actuelles, mais malgré tout sont un pas dans le bon sens, dans la mesure où il y a quand même une partielle récupération d'une souveraineté quant aux échanges, puisque ça permet de remettre les choses à une échelle plus locale. Et est-ce que ça fait partie, entre guillemets, du plan de communication du grand projet pour justement petit à petit accompagner les gens comme si en fait on essayait que l'argent était en fait la drogue du monde et qu'on essayait d'accompagner un petit peu tout le monde vers un sevrage général. Alors, je te remercie beaucoup pour cette question. Elle amène effectivement sur un sujet qui est très intéressant. Les monnaies locales, c'est effectivement à la fois une initiative qu'on va soutenir, mais pas forcément cautionner. On va soutenir parce que elle va permettre d'amener en finalité, elle amène déjà une lutte contre le système monétaire en place, et elle va surtout amener vers cette capacité d'émancipation. Et elle est avant-gardiste, on va dire, par rapport au grand projet. Mais on ne la cautionne pas parce qu'en soi, elle n'est pas la finalité pour changer le système. C'est ce que tu disais effectivement en début de question, c'est-à-dire que ça œuvre toujours dans le système. Et comme je le disais, le but, c'est effectivement de changer de système. On ne peut absolument rien faire. D'ailleurs, on a la foire aux questions, la fac dans notre site, qui répond à ça et qui répond d'ailleurs à énormément de questions de manière très pointue. Donc, n'hésitez pas, quasiment le cœur du site réside dans la fac, en fait, parce que voilà, un projet comme celui-ci soulève tellement de questions. Donc, notamment celle-ci, vous verrez que dans laquelle on répond à la notion de pourquoi
il vaut mieux changer de système et pourquoi ne pas essayer d'améliorer finalement le système en place. C'est ce que fait par exemple la June, elle essaye d'améliorer le système en place. Donc c'est une bonne initiative, on soutient l'initiative en soi, mais malheureusement ce n'est pas ce qui va effacer la dette des peuples. Et ça n'est pas ce qui va résoudre d'autres problématiques comme le braconnage, le trafic d'esclaves, la prostitution, etc., etc. Et puis par rapport Merci, Hugo. à, Merci Hugo pour la réponse. Excuse-moi, je te laisse continuer, Björkio, c'était très intéressant. dans la continuité de l'aspect éducation, est-ce qu'il est aussi question de parler de la notion des besoins? Parce que finalement, il y a un prisme qui est hyper utile pour justement faire évoluer les consciences dans ce sens-là, c'est justement la notion de besoin, puisque dans nos esprits maintenant, dans le langage, quand on pense au mot besoin, l'un des premiers mots qui va arriver en arborescence, ça va être paradoxalement l'argent. Alors que l'argent n'est pas un besoin, c'est une stratégie, c'est un moyen pour accéder à un besoin, mais ce n'est pas le besoin en lui-même. Et c'est peut-être la plus grosse des choses à débunker finalement dans l'esprit des gens qui veulent évoluer dans le monde, ce grand projet sans argent, c'est amener les gens en fait à développer des stratégies alternatives pour répondre à leurs besoins et peut-être se rendre compte que l'argent répond plus à des envies que des besoins. Alors, une fois de plus, c'est une très bonne question. Ah, t'as vu Et, t'as vu comme il a des bonnes questions, Björkio, à chaque fois? Elles sont super, hein, j'adore. ah oui, non, mais c'est génial. Et puis c'est vrai que moi, à chaque fois, dès qu'on me parle d'une question en rapport à ça, ça m'ouvre un champ de littérature énorme. Mais pour en revenir, c'est aussi un grand débat en fait que est-ce que l'argent est un outil ou pas? C'est également un gros sujet. Et pour moi, je compare souvent ça aux armes à feu. Vous avez par exemple le lobby des armes à feu qui dit mais non, c'est pas l'outil, c'est l'usage que l'on en fait. Alors qu'au final, on sait pertinemment qu'une arme à feu n'a pas d'autre usage que celui de tuer. Euh, de plus, quand on regarde les chiffres, on se rend très vite compte que le port d'armes aux États-Unis crée des morts par arme à feu bien supérieures à ce qu'on peut trouver par exemple en France, où le port d'armes est bien plus encadré. Donc, de ce fait, voilà, c'est là où il y a effectivement un biais cognitif qui est installé parmi de nombreux autres, parce qu'il faut savoir que l'argent crée de nombreux biais cognitifs, et je vous invite à vous renseigner au niveau des sciences cognitives qui viennent également prouver les problématiques liées à l'argent par rapport au fonctionnement du cerveau. C'est éloquent de voir à quel point l'argent arrive à pervertir nos capacités de réflexion, de liens, de comportement, nos ambitions, etc. Et le problème est que l'argent permet de répondre à la fois aux besoins et aux envies, comme tu disais, Borchio. Et c'est tout le souci parce qu'il est devenu une condition essentielle même à la vie. Et c'est là où le bas blesse. C'est là où c'est quelque chose qui est devenu aujourd'hui complètement inacceptable dans une société aussi évoluée que la nôtre, parce que à la fois technologiquement et intellectuellement, on a largement la capacité, les outils et les moyens pour se passer de l'argent. Ok, j'ai ouvert le. Merci beaucoup Hugo pour ta réponse et merci Björkio aussi pour ta question. J'ai activé le micro. Jeanne 12, bonjour, bonsoir à toi, pardon, excuse-moi. Donc si tu peux poser ta question en appuyant sur le micro. Je ne sais pas si tu as un push to talk ou tu appuies une fois. Donc tu as le micro débloqué. Est-ce que tu voudrais poser une question? Bonsoir, vous m'entendez? Bonsoir. Très bien. Bonsoir, merci. Peut-être, voilà. Moi, j'aimerais savoir par rapport il y a eu un intervenant de Moussika sur le CNT il y a quelques mois. Et j'avais pu comprendre par rapport à tout ce que vous dites maintenant, c'est que Moussika serait dans un lieu. Et bon, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, lui, il parlait de créer un hôpital. Et moi, ça m'intéresse, je suis soignante, et créer des EHPAD alternatives. Et créer peut-être aussi un système de soins alternatif. Et je me demande comment on peut faire si il n'y a plus personne comment dire, d'humain qui fait partie du système. Comment avoir des médicaments, l'argent, bon, ça c'est un autre problème et qui peut se trouver si jamais les médecins s'y mettaient. Enfin, c'est moi qui pense ça. Mais comment créer
un hôpital qui sera en dehors du système, même si je pense que l'avenir est de s'unir aux méthodes alternatives pour la prévention. Alors, merci beaucoup pour la question et bonsoir. Eh bien, en fait, donc là, il faut bien dissocier justement les différentes étapes du projet. C'est-à-dire que l'idée, c'est que tant que nous ne sommes pas allés en phase 3, à savoir la transition, ce type d'initiative peut difficilement voir le jour. Parce que tant que nous n'avons pas fait de transition, on se retrouve soumis aux règles de cette société et par là même aux règles de l'argent. C'est-à-dire que sans argent, impossible de créer un hôpital ou quoi que ce soit de structurellement conséquent. D'où la notion de préparation, d'organisation qui se situe donc en étape 2, dans laquelle c'est le moment idéal justement pour travailler à l'organisation de tout ce système de santé qui doit également être retravaillé et revu dans différents points. Et là-dessus, vous avez la possibilité sur l'application, justement, de créer ce qu'on appelle les assemblées thématiques. Donc, vous avez 2 typologies d'assemblées qui sont les assemblées citoyennes qui vont permettre l'organisation. Et vous avez donc l'organisation au niveau social, au niveau sociétal, et vous avez ensuite l'assemblée thématique qui, elle, va permettre de regrouper tout ce qui va être secteur de santé, d'éducation, tout ce qui va être également entreprise, association et toutes ces formes indépendantes. Et donc, par là, vous pourrez voilà, créer une assemblée, recruter parmi vous toutes les personnes qui sont désireuses voilà, de proposer justement un hôpital différent et voir quelles sont les solutions que vous pourrez mettre en place justement à partir de la transition. Mais il serait un peu utopique de penser pouvoir mettre quelque chose en place dans la société actuelle sans les contraintes de la société actuelle, quoi, vous voyez. Merci. Je vous en prie, j'espère que j'ai bien répondu à votre question. J'aurais préféré que ce soit plus positif et possible, mais bon. Alors après, non, ce qui est très positif et possible, par contre, c'est justement de vous rassembler avec toutes les personnes qui pensent comme vous et qui sont d'ores et déjà dans la même dynamique que vous, ce qui permet justement de faire énormément avancer les choses et de voir quelles peuvent être, sans parler d'hôpital, les alternatives possibles au traitement actuel. Oui, oui, ça, par contre, oui. Même alternative aux EHPAD, c'est possible. Tout à fait, effectivement. Merci Donc, beaucoup. voilà, ça reste positif en tous les cas. Merci à vous. Merci à toi pour ta question. Et, et merci Hugo pour ta réponse. Il y avait Iné qui voulait poser une question. Tu as le micro débloqué si tu veux intervenir. Bonsoir Iné. Non. Juste, Jeanne, est-ce que tu peux désactiver ton micro, s'il te plaît? Oui, c'est important en fait, quand vous avez terminé de poser la question, il faut que vous rappuyez sur le micro pour le désactiver. C'est important. Oui, vous m'entendez? Ah, super, on t'entend bien. Génial. Bonsoir. Alors, Bonsoir. comment formuler la chose? Je suis venue en cours, mais je viens d'entendre ce qui a été dit, même par rapport aux arguments de tout à l'heure. Et je me pose la question, quand le moment sera-t-il venu? Parce que, en fait, l'impression que j'ai, c'est que beaucoup de gens ont envie de sortir du système, mais c'est un petit peu comme si chacun attendait sur l'autre pour qu'il bouge ou qu'il construise. Et encore une fois, en fait, c'est l'argument qui est avancé. Tant qu'il n'y a pas un maximum de gens, ça ne sera pas possible parce que notre société, etc. Pourquoi ne pourrait-on pas imaginer à ce moment-là la création de petits groupes avant d'attendre qu'il y ait un maximum de gens qui basculent en fait dans ce concept et puis vivent vraiment sans argent? Est-ce que ça, selon vous, c'est déjà plus vivable? Et pourquoi qu'est-ce qui va nous rattraper, par exemple, parce que moi j'y pense depuis plusieurs années, qu'est-ce qui pourrait nous rattraper dans ce système actuel et qui nous empêcherait de vivre notre vie? Voilà, c'était en gros ma réflexion. Excuse-moi, juste avant de... Merci beaucoup pour ta question. Est-ce que tu peux préciser la fin de ta question, Iné, sur qu'est-ce qui va nous rattraper? Est-ce que tu peux donner plus de clarté sur cette question, s'il te plaît?
Oui, en gros, bon, je reformule autrement. Qu'est-ce qui nous empêcherait là, à l'instant T, de décider avec des amis qui penseraient la même chose, des voisins, peu importe, en petits groupes, de construire autre chose ailleurs, tout en sachant que ce système actuel basé sur l'argent existe toujours? Voilà. Et ma question, c'est ça. Pourquoi devrions-nous attendre que tout un système s'écroule pour commencer à construire et vivre, eh bien, comme on en rêve, en fait. Voilà, comme on l'entend. Eh bien, merci beaucoup Iné pour cette question. Alors, en fait, si je peux reformuler, tu me dis si je reformule juste. L'idée, Mmh. c'est pourquoi ne pas démarrer par finalement un tout petit secteur ou une toute petite zone, voire à l'échelle d'un village. Oui, c'est ça. Mmh. Hein. Par Donc, exemple, en oui. fait, voilà, donc l'idée du grand projet, en fait, le but, c'est vraiment de créer une transition globale parce que, transiter à l'échelle d'un petit village ou même d'une ville ou voire même d'un pays, ne permettrait pas d'avoir, une organisation décente au niveau de l'approvisionnement des ressources et créerait une dépendance toujours énorme vis-à-vis des autres sociétés qui seraient restées dans, la finance, dans des autres pays qui seraient restés dans la société, pardon, et donc dépendant de la finance. De ce fait, ça serait soit un gros retour en arrière que de démarrer par exemple par un petit village et se dire on en reste aux capacités de notre village et on s'isole du reste du monde parce que bah, ça veut dire plus de téléphone, pas d'électricité, il faut avoir une couturière dans le village parce que sinon ça veut dire pas de vêtements, etc. Donc c'est vraiment, pour reprendre une expression qui est devenue célèbre, ça serait vraiment un retour aux Amish. Et c'est absolument pas la volonté du grand projet. Le but, c'est justement de pouvoir continuer à faire évoluer l'humanité tout en prenant en compte les dérives environnementales qui ont été générées par l'ère anthropocène, de prendre en compte également les dérives qui sont occasionnées au travers de l'individu, par l'usage de l'argent, par les disparités sociales, etc. Et au niveau économique également, de prendre conscience qu'on se retrouve sur une terre avec des ressources finies et qu'on ne peut pas les consommer de manière infinie. Donc voilà, c'est vraiment pour toutes ces raisons-là. Si on reprend également l'histoire de Ouais. l'humanité, parce qu'il faut savoir qu'un monde sans argent, c'est pas un sujet qui est moderne. Pour être très honnête, ça remonte à Platon, qui remettait déjà en question le système monétaire, c'est dire si ça remonte. Et donc au jour d'aujourd'hui, quand on regarde au travers de l'histoire, on se rend compte que toutes les manœuvres qui ont eu lieu à petite échelle, voire à l'échelle d'un pays, se sont retrouvées soldées par des échecs cuisants. Il est vrai que si on doit pondérer un peu, mais je peux pondérer mes propos en disant également qu'il y avait une notion de gouvernance qui n'était absolument pas adaptée pour tenter une société sans argent, mais c'est encore après s'écarter du sujet. Mais pour en revenir, voilà, l'idée c'est que Mmh. vraiment il faille faire un saut de manière majoritaire. Alors le but, il n'est pas de fixer un nombre, mais il est d'être suffisamment majoritaire pour pouvoir finalement dire, voilà, écoutez, aujourd'hui, on est la majorité de l'humanité à souhaiter ça. Il est impossible de ne pas nous entendre et il est surtout impossible de continuer à ce qu'une minorité dicte à la majorité, ce qui est le cas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'une minorité, l'élite, dicte à la majorité, le reste du monde, la pluie et le beau temps, parce qu'elle a la maîtrise de la finance. Donc ça, c'est absolument pas tolérable. L'inverse n'étant effectivement pas non plus des mieux, hein, c'est-à-dire que parce que nous serions majoritaires, nous dirons, bon ben voilà, on souhaite s'émanciper de cette société, mais malgré tout, ça reste quand même beaucoup plus juste, et ça reste surtout la seule et unique solution pour le bien-être de la planète et de ses habitants. Mmh. J'espère avoir répondu à ta question, sinon n'hésite pas, je peux préciser sans aucun Est-ce- problème. Oui, oui, Iné, oui, oui. Iné, est-ce que je peux partager, c'est très intéressant la question que tu viens de dire, parce que j'ai pensé à cette question aujourd'hui, et justement, j'ai fait un raccord avec le fait que dans l'applicatif que le grand projet propose, Mmh. en fait, justement, on peut s'inscrire d'une manière locale, admettons, je sais pas, tu habites dans une région basque ou autre. Ben, dans ta ville à toi, tu peux créer une assemblée
et créer différentes personnes autour pour que ces personnes qui ont des compétences et savent faire des choses peuvent s'échanger des services. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, si on voulait monter un hôpital concrètement sans fonctionner avec le système, ce serait quasiment pas possible en fait. Par contre, il y a des choses qui sont possibles de faire en se responsabilisant chacun, c'est-à-dire fournir des services d'aide de toute forme en fait. Aujourd'hui, on a la possibilité de s'entraider les uns les autres avec des services qu'on pourrait se fournir tous les jours. Que ce soit à travers de l'aide juridique, que ce soit à travers des soins, du soin ou par exemple un ostéopathe, ou peu importe. Aujourd'hui, on peut se partager d'une manière bénévole et gratuitement ces compétences-là les uns les autres. Donc, je trouve vraiment intéressant de se responsabiliser déjà par rapport à ça, parce que si on n'est pas capable gratuitement de s'offrir des choses humainement, pourquoi s'imaginer un hôpital gratuit? Je veux dire, ça coule de source qu'on doit commencer en son centre de faire ça. Et c'est vrai que, comme dit Hugo, techniquement, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on peut offrir des services gratuitement. Le gouvernement et l'État ne peut rien dire. Si moi j'ai envie d'aider une personne âgée à faire ses courses, je peux le faire. Et effectivement, monter un hôpital, ça engage des mesures sanitaires et beaucoup de choses. Et ça implique aussi énormément de personnel dans cette mécanique-là, qui fait que, effectivement, pour entrevoir un hôpital, je pense que c'est des projets à moyen, à long terme, mais qu'avant d'arriver à ces projets moyen, long terme, on a tellement de choses à faire déjà dans l'entraide au quotidien, et on peut le faire via l'applicatif. Je l'ai vu, c'est ce qui m'a vraiment interpellé. Je me suis dit, au bout du compte, moi, je vais lister mes compétences, je vais lister ce que je suis prêt à offrir aux gens et combien d'heures j'ai envie de le faire par semaine. Et ensuite, comme ça, me contacteront ceux qui voudront. Et c'est déjà une première initiative, une première démarche personnelle que de faire ça. Bien sûr, oui. Moi, j'avais adhéré au système du sel aussi pendant quelques années. Et c'était super, quoi. Je donnais des cours, en échange, on venait me faire le jardin. Enfin bon, voilà, il y a des choses comme ça qui existent depuis très longtemps, hein. Il y a des associations, il y a des gens très, très actifs. Disons que des gens qui sont un petit peu coincés dans des villes qui n'ont pas de pouvoir d'achat, c'est plus difficile d'envisager le basculement parce qu'il y a une forme, quelque part d'assistanat et de peur de perdre, le peu qu'ils ont. Maintenant, quelqu'un qui a les moyens, des propriétés et cetera, ça va être beaucoup plus facile pour lui, d'envisager pour lui-même une reconversion, enfin une autre vie, il peut même aller s'acheter une île et puis, vivre en autarcie plus ou moins. Voilà, c'est effectivement, c'est toute la société qui doit prendre conscience avant de basculer et se faire confiance, avant tout, et ne pas avoir peur d'aller vers l'autre pour demander quand, on se sent pas capable de faire quelque chose. Déjà rien que ça changerait, petit à petit beaucoup les choses. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Merci Inéa. J'en Merci. profiterai pour rebondir. Et effectivement, en fait, je crois beaucoup au partir du moment où la transition aura lieu. Je pense que beaucoup de ces comportements déviants, ce que j'appellerais déviants, n'auront plus lieu. Le simple fait de supprimer l'argent va permettre finalement de refonctionner de manière cohérente et congruente. C'est-à-dire que l'être humain aujourd'hui, il faut le savoir, marche sur la tête. Et c'est quelque chose qui est absolument incroyable. Et ces sentiments de mal-être qu'on peut ressentir parfois, c'est juste quelque chose de logique parce que nous n'arrivons pas à être en phase avec une société qui est malade. Donc finalement, il n'y a rien d'anormal à ne pas se sentir en phase avec une société de malades. Voilà. Donc, ces comportements changeront fort de l'environnement, parce que l'être humain est très malléable à son environnement, très adaptable. Et du coup, en modifiant l'environnement, en lui procurant un environnement qui soit beaucoup plus cohérent, qui favorise l'entraide, la collaboration, le partage, on arrivera à justement généraliser ces états d'être et ces façons de vivre. Hugo,
Tu sais, j'ai expliqué autour de moi que j'allais t'inviter et qu'on allait parler du grand projet Mosika. Et en fait, j'ai eu des personnes autour de moi qui m'ont posé des questions, qui m'ont posé des questions qui étaient positives, moins positives. Et en fait, j'ai essayé de me mettre à votre place aujourd'hui, en étant, on va dire, engagé aussi dans ce changement. Et en fait, effectivement, tout à l'heure, Burkio disait quelque chose d'intéressant, c'est qu'il faut un volume de personnes pour qu'il y ait une mécanique qui fonctionne. Et les gens me disaient, mais oui, mais il faut un volume de personnes parce que sinon les gens n'utiliseront pas ou autre. Mais en fait, le fondement et le principe même, bien évidemment qu'il faut beaucoup de personnes pour qu'une mécanique marche. Mais pour moi, le plus important dans cette vision et dans l'engagement que vous avez, c'est que chaque personne, alors on a parlé du sel, et puis il y aurait d'autres personnes à citer, mais il y a beaucoup d'initiatives qui voient le jour. Et le plus important, c'est qu'en fait, toutes ces initiatives ont le même souhait de cœur, en fait. C'est de construire un nouveau monde, en fait. Donc, je pense que chacun a sa place, chacun peut offrir de très belles choses. Oui. Et je pense que ce serait utopique que se dire, il n'y en a qu'un qui va arriver à faire quelque chose. Je pense il y aura des milliers de uns qui vont engager des choses importantes en France et dans le monde. Et c'est ce qui va faire, en fait, on va former une sorte d'énorme essaim avec une multitude de ruches. Et c'est l'engagement de chacun à travers cette multitude de ruches qui va permettre justement d'accéder à ce nouveau, de mon point de vue. Alors, dès que tu parles de ruches, chez moi, ça résonne réseau. Le principe des ruches, c'est effectivement le principe d'organisation en réseau. Et effectivement, c'est comme ça que nous allons y arriver. Et tu disais juste avant, j'ai perdu ce que tu étais en train de dire, juste avant la notion de Oui, ruche. avant notion de ruche, parce qu'il y avait plusieurs personnes qui m'ont dit, mais bon, pour que quelque chose fonctionne, parce que j'ai des personnes autour de moi qui sont entrepreneurs ou autres, et qui me disent, mais il faut beaucoup de monde pour que ça fonctionne. Mais moi, je me suis mis à votre place et je leur ai dit, effectivement, il faut beaucoup de monde, mais c'est parce que justement, il y a plusieurs initiatives aujourd'hui dans notre pays, y compris la vôtre, qui font que aujourd'hui, au plus il va y en avoir, au plus on va entendre parler d'initiatives positives pour le monde et au plus, on va être sensibilisé à ça. Si on ne parle pas de ces initiatives et par exemple de ce qu'est le grand projet aujourd'hui, ben, les gens ne savent pas qu'il y a des initiatives, donc ils vont se poser des questions, ils vont continuer d'avancer et le monde ne peut pas changer en un claquement de doigts, en fait. Il évolue, Ça évolue en dépend. rapport. Ça Ben, il dépend. évolue. Je te dirais, je me permets de te couper, regarde le Covid. Regarde le Covid, le monde entier a changé en très peu de temps. Il a suffi qu'un sujet arrive sur la table, qu'il bouscule concrètement les pensées de tous les gens. Et finalement, on s'est retrouvé à se modifier concrètement. Je pense que là encore, il y a une notion d'urgence. On a un problème de climat avant les disparités sociales, parce que bon, ça, à première vue, ça date pas d'hier. Même s'il faut les résoudre, même si elles s'étendent de plus en plus, elles ont tendance à s'agrandir et à se creuser. Mais malgré tout, les disparités existent depuis toujours, alors que le dérèglement climatique, les problèmes auxquels on va devoir s'affronter sont bien concrets. On a une natalité en hausse et une capacité à générer de la nourriture qui va en baisse. Et de plus en plus à cause de nombreuses intempéries à venir. Et donc, au final, on a vraiment cet état d'urgence et on sent une sorte d'éveil, de prise de conscience chez les gens au travers justement de toute cette notion d'environnement. On voit que rien que là, il y a une mobilisation qui devient de plus en plus forte. Rien que sur cet axe-là, on le disait tout à l'heure, à partir du moment où publiquement le grand projet sera reconnu comme ayant le meilleur dossier climatique, ça peut aller très très vite. On peut très bien avoir un engouement et une ferveur qui montent en flèche et une capacité de buzz qui fait que finalement le sujet se retrouve sur la table des débats publics et par effet de tache d'huile se revient à s'étendre très très vite parce qu'aujourd'hui avec Internet, on a un outil technologique extraordinaire pour pouvoir communiquer avec le monde entier en un tweet finalement. Un tweet est capable de faire le buzz. Voyez? Non mais allô? Allô quoi? Voilà. Mais sinon, pour en revenir, juste, j'invite d'ailleurs toutes les associations et toutes les entités qui œuvrent comme ça pour le bien de la planète et de ses habitants
à rejoindre l'application du grand projet parce que justement, elle permet à tous ces groupes qui sont souvent des organisations d'ailleurs sociocratiques, c'est-à-dire à gouvernance partagée, vont pouvoir trouver un outil pour s'organiser, pour faire leurs réunions, leurs comptes rendus, créer leurs dates, poster les comptes rendus de réunions. Enfin, il y a vraiment tout un tas de possibilités sur cette application et encore qu'on n'en est qu'au début, je ne vous parle même pas de ce qui est prévu sur l'application V2 parce que je suis intimement impliqué dans l'équipe, donc du coup, je sais ce qu'il en est avant tout le monde, mais voilà. Ce sera crucial aussi pour vous parce qu'en fait, vous avez fait, pour moi déjà, qui fait beaucoup de techniques, j'ai trouvé que l'applicatif était très bien pensé. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'en plus, vous faites un travail acharné sur la partie mise à disposition mobile, puisqu'aujourd'hui, quand même, on vit dans un monde où on est connecté à son smartphone. Et aujourd'hui, en plus, si vous déportez le principe applicatif sur mobile, effectivement, ce sera quelque chose de formidable. Et je C'est voulais... une évidence, hein, on a 70% d'utilisateurs mobiles, c'est te dire. Ouais. Et Hugo, j'aurais aimé aller sur une thématique, en rapport bien évidemment avec ce dont on est en train de parler, on va dire, la notion de prix par rapport à la valeur. Et j'aurais bien aimé faire intervenir Burkio par rapport à ça, parce que c'est quand même très intéressant de pouvoir avoir conscience et de comprendre cette notion de prix et de valeur, en fait. Auquel on fait face aujourd'hui dans un système monétique, commercial et autres, en fait. Comment par rapport... Ah, il y a FlipFlap qui a été déloqué pour une question aussi, je vois. FlipFlap? Oui, bonjour. Merci. Ah, pardon, je t'en prie, je vais te laisser répondre à la question. J'avais lancé une question, mais j'ai vu que ton micro a été débloqué, donc tout à ton honneur. Je t'en prie, si tu veux poser une question, Burkio enchaînera après toi. Je te laisse poser la question, Hugo, et sois la bienvenue. Bonjour, excusez-moi, parce que là, c'est la première fois que j'utilise ce système, c'est pas toujours facile de comprendre. Mais vous parlez tous de ces belles choses, bien évidemment, c'est intéressant, mais aujourd'hui, on est tous sur l'électronique. Hein. Alors, quid de l'énergie demain? Si on est tous sur les réseaux, ça peut s'éteindre en un cliquement de doigt, quoi. Par contre, attention à vos micros pour ceux qui ne parlent pas. Hein. Alors, bonsoir FlipFlap, merci beaucoup pour ta question. Est-ce que tu peux la reformuler, s'il te plaît? C'est-à-dire, est-ce que tu veux mettre en avant le fait que notre consommation énergétique au travers du monde numérique est énorme, ou est-ce que tu veux mettre en avant le simple fait que si demain il n'y a plus d'Internet, on ne peut plus s'organiser? Exactement, c'est la deuxième question qui me vient à l'esprit. Ok, alors en fait, il est vrai qu'il faut il faut toujours un système de sauvegarde en fait, tout simplement. Il faut toujours une police d'assurance. C'est d'ailleurs exactement le cas du grand projet, c'est-à-dire que tout politicien qu'il soit, de quelque bord confondu, personne ne vous a jamais dit, les amis, on va penser à une solution en cas d'effondrement. Le système ne propose pas de solution en cas d'effondrement, ce qui est le cas du grand projet. C'est-à-dire si demain il y a un effondrement, on a déjà tout un tas d'assemblées efficaces, opérationnelles, qui s'organisent sur le terrain, partout en France et bientôt dans le monde. Donc ça, c'est la meilleure police d'assurance anti-effondrement. Pour en revenir à l'effondrement des moyens de communication, hein, puisque finalement le pont m'était donné par rapport à ça. Si demain on se retrouve sans moyen de communiquer, donc alors bien entendu il faudrait aussi supprimer les téléphones, hein, ça va de soi, en plus d'Internet, pour nous empêcher de nous appeler entre nous. Mais il faudrait également empêcher le courrier postal. Il faudrait également empêcher les gens de se rassembler. Parce que, bien entendu, les différentes assemblées sont toutes invitées à trouver un lieu, à convenir d'un lieu de rassemblement en cas d'extinction des différents moyens de communication. C'est justement ce qu'on se dit en groupe aussi, nous, des petites cellules, mais bon, c'est l'idée, c'est de trouver un moyen de ralliement. Donc, il faut être à distance à pied en plus, parce que tout le reste, c'est pareil. Tout à fait, c'est pour ça que les assemblées sont d'ailleurs calculées en fonction de secteurs géographiques qui tiennent compte de ces distances à pied, et notamment la zone 3, qui est la zone ressources,
pour laquelle on travaille sur une distance maximale, qui correspond d'ailleurs un peu aux données du locavorisme. Le locavorisme, c'est une théorie sur la capacité à s'alimenter dans un secteur donné, qui est grosso modo, pour vous la faire simple, de 150 km. Et en fait, 150 km représentent également, il faut le savoir, dans l'histoire de la cartographie française, la façon dont on avait découpé les départements à l'époque pour permettre à chaque citoyen, même aux citoyens le plus éloignés, de venir à cheval, participer aux assemblées et aux réunions pendant la journée et rentrer le soir à cheval directement chez lui. Voilà, Ouais, pour la cheval, petite... J'espère intéressant. avoir répondu à ta question. Tout à fait, merci. Je te relance. Merci alors pour la question Flip-Flap et encore merci pour la réponse, c'était intéressant. Björkjo, est-ce que tu veux reprendre où tu en étais? J'allais démarrer juste sur l'histoire du distinguo entre le prix et la valeur. C'est que le problème en fait, que finalement je perçois par rapport à l'argent, c'est le fait que tout finit par avoir un prix. Mais le problème de ce prix, c'est qu'il n'a pas la même valeur selon les gens. Exemple typique actuellement, avec les amendes qui pleuvent à coût de 135 €, eh ben, en plus Rothschild ou on s'appelle Monsieur Tout le Monde, bah, c'est pas le même tarif en fait. C'est-à-dire qu'il y en a un qui ça ne représente quasiment rien, et un autre pour qui ça peut représenter une grosse partie du budget du. Oui. Enfin, Et, moi, ce qui me choque quand même un peu plus... pardon, excuse-moi, vas-y, finis. Bon, je prenais cet exemple-là, mais d'autres exemples, il y en a plein. On peut prendre aussi, par exemple, ne serait-ce que la nourriture. C'est-à-dire qu'on prend un producteur qui va produire des fruits et des légumes. Par rapport au temps et à l'énergie que ce producteur va mobiliser pour amener ce produit jusqu'à nos étalages et éventuellement dans nos assiettes, la valeur en termes de prix qui lui est attribuée est excessivement basse, alors que des produits qui sont beaucoup moins énergivores sur le plan humain se retrouvent avec des valeurs démesurées et de façon complètement artificielle. Et c'est finalement la principale dérive qu'il y a avec l'argent et la notion de prix, c'est que une tierce personne s'immisce dans l'échange qui a lieu entre deux individus et fixe une valeur par l'intermédiaire d'un prix et qui n'est pas choisi. C'est-à-dire que on prend ça, c'est le prix, c'est comme ça. Et les deux Ouais. personnes qui se vendent le produit peuvent se retrouver limitées dans la vente. D'ailleurs, on a même les limitations avec les histoires de concurrence, etc. Et que finalement, c'est même interdit pour certains de vendre certaines choses à certains prix. Et donc, le principal problème, il est là, c'est qu'on n'est pas libre totalement des échanges que l'on fait et on se retrouve en fait avec un intervenant extérieur qui s'immisce dans les échanges qu'on peut établir entre deux individus. Et l'avantage actuellement, justement, des plateformes alternatives qui se développent avec l'idée, par exemple, de faire des échanges de services, c'est qu'on remet l'église au milieu du village et qu'on replace finalement l'énergie humaine au centre des choses et que une heure de cours d'un prof, ça équivaut en fait à une heure de travail ménager de quelqu'un. Il n'y a plus d'histoire de oui, mais moi, ça correspond à des années d'études, à du diplôme, etc. etc. En fait, fondamentalement, durant l'échange, il y a une heure de temps qui est échangé et ce temps, il a la même valeur pour tout le monde. Eh bien, écoute, je suis tout à fait d'accord avec toi. Là, tu parles d'équité dans la finalité de tes propos. Et effectivement, l'équité, c'est l'un des grands objectifs de supprimer l'argent, hein, puisque ça va réduire les inégalités sociales. Parce qu'au final, ce qui me choque plus, moi, c'est vraiment la même notion de ce que tu avances, mais extrapolée presque un peu plus, à savoir un chef d'entreprise qui est absolument remplaçable, je le sais pour l'avoir été toute ma vie, qui gagne beaucoup plus qu'un ouvrier qui est vraiment le cœur et l'essence même de l'activité. Donc ça, déjà, pour moi, si tu veux, c'est un petit peu aberrant. Là-dessus, ce qui est encore plus aberrant, c'est un patron du CAC 40 qui gagne des millions et des millions pour finalement ne faire qu'un travail qui est cérébral et encore quelques heures par semaine, très peu de temps, alors qu'à côté de ça, on va avoir des petits mineurs dans les mines du Congo qui vont risquer leur vie pour nos terres rares de nos smartphones.
pour gagner même pas de quoi manger du riz à la fin du mois. Donc, il y a vraiment un gros problème. Tu vois, rien que ce point-là, il n'y a même pas besoin de polémiquer 2 heures. Il faut arrêter l'argent au point de trait. Tu comprends ce que je veux dire? Ensuite, le deuxième point que tu énonces dans ce que tu dis, c'est la loi du marché. D'une part, la loi du marché, et d'autre part, tu intègres aussi la notion des intermédiaires. Donc là, on rentre dans 2 sujets encore très profonds et qui montrent encore des dérives. Mais les dérives du système financier, elles sont tellement dans toutes les facettes de ce qu'on peut regarder que quand on fait comme moi un exercice de pensée depuis plus de 10 ans sur un monde sans argent, parce que oui, ça fait plus de 10 ans que je pense à un monde sans argent, donc c'est pas, la notion n'est pas d'hier. Je peux vous dire que ce système aujourd'hui, on se rend compte que ça ne vaut plus rien. Bien sûr qu'on continue à travailler, à gagner sa vie parce qu'il faut vivre décemment, convenablement, répondre à ses besoins, etc. Mais on se recentre très vite et les besoins de matérialité fondent comme neige au soleil quand on prend conscience de toutes ces artifices finalement. Mais la loi du marché, pour en revenir à ce que tu disais, est terrible parce qu'elle fixe des valeurs qui sont soi-disant, alors là on rentre dans la théorie de la finance économique, qui se veut essayer de rivaliser avec une science, mais qui n'en est absolument pas une. Et pour ça, il suffit d'en discuter avec n'importe quel économiste un petit peu chevronné qui viendra confirmer tout ça. D'ailleurs, un véritable économiste chevronné, je me demande comment il s'accroche encore à son travail, parce que quand on les entend parler, vous avez une chaîne qui est extraordinaire pour ça, vous avez Thinkerview, vous avez d'ailleurs une autre chaîne qui est Arte, qui est extraordinaire aussi pour ça, qui a fait une série de documentaires. Vous pouvez en trouver sur le site du Grand Projet, vous avez un onglet qui s'appelle les dossiers. Dedans, vous avez des heures et des heures de vidéos sur toutes les dérives de ce système, les mythes sur lesquels ils sont basés, parce qu'il faut savoir que tout le système financier est basé sur un mythe. Pareil, l'économie en elle-même, c'est un ensemble de pseudo-lois mathématiques, parce que finalement, c'est des équations qui sont à connaître, et partant de là, le principe est simple. Si vous connaissez les équations, si vous connaissez finalement, on ne va pas dire les équations, mais si vous connaissez le manuel de l'argent, c'est-à-dire le fonctionnement de l'économie, si vous vous y intéressez, c'est-à-dire que comme tout sujet, il faut y passer du temps, à ce moment-là, vous gagnez de l'argent. Si malheureusement, ça ne fait pas partie de vos centres d'intérêt, vous serez toute la vie à courir derrière. Et ça, c'est le grand dame de cette société, c'est que soit vous êtes à fond au travers de cette société matérialiste et de l'argent et de la course à l'argent, et qui finalement revient à vendre son âme au diable, hein, puisque finalement, 1 heure de temps d'existence, c'est troqué contre de l'argent. Si on le résume, c'est ni plus ni moins que ça que le travail, ce qu'on appelle l'esclavage moderne, hein, puisqu'on a aboli l'esclavage, mais on a introduit le système financier qui a permis de rendre les gens esclaves eux-mêmes, finalement. Bref, je vais en arrêter là. Mais voilà, effectivement, c'était une très bonne remarque que la notion de la loi du marché et des intermédiaires aussi, parce que les intermédiaires, effectivement, font gonfler les prix et les valeurs des choses, alors qu'au final, et je suis bien placé, hein, j'ai travaillé pendant plusieurs années dans la cosmétique, dans le domaine du luxe. Donc, au final, voilà, on a le fabricant, ensuite on a le distributeur, après on a le grossiste, après on a l'esthéticienne, et en finalité, on a le client final. Voilà. Donc, et chacun au milieu prend une petite commission qui fait qu'à la fin, le prix est absolument exorbitant et finalement quasiment pas accessible pour la plupart d'entre nous. Voilà, j'arrête là. Une belle réponse. Liberté libre, tu avais demandé la parole. Le micro est à toi. Bienvenue à toi, Liberté libre. Tu peux poser ta question. Alors, est-ce que tu as le push to talk? Il faut que tu appuies sur le micro. Là, il est bien débloqué. Est-ce que reste appuyé dessus ou appuie une fois pour pouvoir l'enclencher? Parce que j'ai eu ton retour par message comme quoi c'était bon. Tu as peut-être un problème technique. Bon. Isa, est-ce que toi, tu avais une autre question en attendant que Liberté libre arrive à débloquer son micro? Oh, je me suis trompée de bouton. Je me suis dit, elle a disparu, Isa aussi, c'est pas possible. Si. Oui,
Oui, Hugo, j'avais une question. Il y a beaucoup d'organismes ou d'associations qui œuvrent plus ou moins dans le même sens que vous. Est-ce qu'il y aurait possibilité de faire des associations ou des unions ou des fusions pour que ça avance un peu plus vite? Est-ce que dans certains groupes ou groupements, il n'y aurait pas quelque part une notion d'ego ou voilà, oui, mais moi je suis de tel groupe et c'est moi qui veux tout faire. Alors, effectivement, il y a peut-être une notion d'ego chez certains groupes. Alors après, déjà, des groupes comme le nôtre, il y en a quand même très très peu. Des mouvements de société monétaire, il en existe, certes, euh, plusieurs, hein, donc c'est vrai, mais pas beaucoup non plus. Est-ce qu'il y a une question d'ego chez eux? Je ne sais pas. Je sais que par contre, pour l'avoir entendu, il est très difficile de s'organiser entre les différents mouvements pour œuvrer sur une communication commune ou autre. Par contre, ce qui va très certainement se passer, c'est que très vite, il va y en avoir un qui va se démarquer, qui va commencer à gagner en popularité et qui sera de toute façon très vite rallié par les autres. Un projet comme le Grand Projet, par exemple, est libre d'adhésion. Vous pouvez très bien faire partie d'un mouvement comme la June, par exemple, puisqu'on parlait des monnaies libres tout à l'heure, et rejoindre aussi également le Grand Projet. On peut faire partie sans aucun problème, on n'est pas fermé. Voilà, donc il y a toujours la possibilité de participer à ces différents mouvements, de voir avec lequel on a le plus d'affinité. Et de toute façon, effectivement, vu l'urgence et la situation, très vite, il va y avoir un mouvement qui va émerger et qui va arriver, je pense, sur le devant de la scène publique et qui très vite sera rallié par les autres. Oui, c'est ce que je pense aussi. Moi, je suis plus à la recherche d'un mouvement qui soit lumineux, en fait. C'est ça. C'est ça, c'est le but. Le but, c'est vraiment En plus, on fait vraiment le nécessaire pour permettre à toutes les organisations, justement, à toutes les associations de pouvoir nous rejoindre. On développe l'appli, on est ouvert justement à toutes les discussions, voilà, on accepte toutes les invitations. Donc voilà, c'est avec grand plaisir en tout cas. Merci. Merci, Isa, merci beaucoup. Donc l'émission va s'arrêter à 22h30. Je vais laisser le salon ouvert pour toutes les personnes qui veulent échanger. Donc j'activerai les micros si vous voulez discuter entre vous. Il nous reste 12 minutes pour pouvoir encore échanger avec Hugo. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à ouvrir, à demander l'ouverture de votre micro. Oui, moi j'ai une question. Vas-y, je t'en prie. Est-ce que à la fin de l'émission, les 10 minutes où les gens parlent entre eux, on peut y être aussi? Ah ben alors en fait, si tu veux, tu peux rester jusqu'à 2h du matin parce que quelquefois ça dure très très tard. Donc, non, en fait, l'idée c'était pourquoi pas éventuellement lancer ça maintenant. Parce que moi, ça m'intéresse bien que ça parle de manière ouverte en fait. Ah ben mais dans ces cas-là, si tu... Alors le truc, c'est qu'on fait un enregistrement d'émission. Alors il y a Lina qui veut parler. C'est-à-dire qu'en fait, si je fais intervenir tout le monde, ce qui se passe, c'est qu'il y a peut-être des gens qui vont peut-être pas vouloir être enregistrés pour du replay, si tu veux. Et d'accord. sinon, après, moi, je suis open. Si tu veux que l'émission dans la version présentation, on appelle ça en fait, si tu veux, l'after. C'est-à-dire qu'une fois que l'émission est terminée, il y a tout le monde, on ouvre les micros de tout le monde et chacun lance des sujets, on crée des débats, on partage nos opinions. Et bien évidemment, toi qui es l'invité premier, tu es le bienvenu et on peut le commencer maintenant si vous voulez. La seule chose, c'est que pourquoi pas laisser l'enregistrement parce que ça pourrait être vraiment intéressant sur ce coup-là. Donc, je préviens tout le monde. Voilà, ceux qui ne souhaitent pas prendre la parole, sachant que c'est enregistré, libre à eux. Donc, l'enregistrement à tous, donc je vous informe, l'enregistrement continue. Je vais ouvrir les micros de chacun si vous voulez échanger et lancer des sujets. J'ai vu que Lina avait une question. Je vais juste terminer de présenter le concept qui va s'ouvrir maintenant. Donc, maintenant, à l'instant où je vous parle,
Déloquer tous les nouveaux. Je vais demander si Isa et Burkio veulent bien débloquer tous les micros. Et je proposerai donc à Lina, pour commencer, on va dire, l'ouverture du bal, bienvenue à toi, Lina. Est-ce que tu as une question pour Hugo? Est-ce que tu veux commencer? Oui, bonjour tout le monde et merci beaucoup. J'aime tellement ce projet-là. Je l'ai visualisé, moi, il y a 2 ans et c'est incroyable. La seule chose puis je crois que tu as répondu à ma question, Hugo, tu me confirmeras si c'est correct. J'ai beaucoup d'arguments parce que j'en parle un peu, mais doucement, parce que les gens, je ressens quand les gens seront prêts à entendre ou pas. Et, et l'argument que j'ai toujours, c'est ouais, mais là, ils vont échanger ça pour quoi, là? Tu sais, il y a toujours une question de valeur. Et, et là, je pense que tu as répondu avec l'histoire de une heure, une heure, une heure de un vaut une heure de l'autre, là. Tu sais, question valeur, si on veut. Une heure de ton temps, c'est merveilleux. Et, et avec une structure qui dit, bon, ben moi, je sais pas, qu'est-ce que je peux faire? Il y a tellement de choses à faire, de prendre soin de la planète et tout ça, que, en fin de compte, on peut donner des choix et dire, tu vois, si tu me donnes une heure ici, eh bien, ça va équivaloir à une heure là, tu sais. Fait que je voulais confirmer un peu avec toi l'histoire de l'argument, toujours de, parce que moi, je vois tellement un beau monde, là, mais il faut avoir une transition. Je vois pas moi, donner une heure, je vais la donner, j'ai pas besoin de quelque chose en échange. Tantôt, si j'ai besoin de Ouais, service, par contre, si j'ai besoin d'un service tantôt, ben, je vais dire, ah, peut-être que lui pourrait m'aider. Fait que je vais lui demander. Mais tu sais, ça, demander rien au départ d'échange, parce que ça équivaut à encore un système monétaire, le troc. Là, les gens, c'est l'argument que j'ai souvent, le troc, l'échange, c'est encore un système d'argent. On le voit pas, là. C'est pas du C'est quand même papier. le troc et l'échange, Lina, c'est quand même à la base les prémices les Oui, prémices de la monnaie. C'est-à-dire qu'avant, il n'y oui, avait pas de monnaie et on échangeait un objet exact, qu'on considérait avec de la valeur dans des tribus, dans des alors, peuples, justement pour ça. permets-moi de exact. rebondir. Malheureusement, c'est un mythe ce que tu dis là. C'est le mythe que l'économie a voulu nous faire croire. Quand on regarde réellement, on regarde l'histoire. On a justement une vidéo qui s'appelle euh, Les mythes et l'origine du commerce dans la page dossier qui traite de ça, une chaîne de sciences, de zététique, d'hygiène mentale, qui fait un sujet là-dessus et qui montre que il y avait une question de redevabilité qui précédait à cette notion de troc. Et bref, le troc, non, c'est absolument pas. C'est tout à fait, Lina, je me permets, bonsoir. C'est tout à fait juste ce que tu disais. C'est effectivement, je te remercie beaucoup de cette intervention. Elle est très précieuse parce que c'est effectivement la première remarque que la majorité des gens font. Quand on parle d'une société sans argent, la plupart des gens font allusion à ah ben alors ça va être le retour du troc. C'est l'une des questions d'ouverture de la foire aux questions d'ailleurs du site. Et non, c'est une société de l'accès. Donc c'est exactement comme tu le décris. C'est-à-dire que chacun exerce sa vocation aux autres sans contrepartie. Voilà, je sais faire ça, je le fais pour les besoins de la communauté sans aucun problème et sans attendre quoi que ce soit en retour. Sachant que la communauté veille à mes besoins par contre, sans attendre en retour non plus. Exactement. Et c'est là l'élévation de conscience et retrouver ces valeurs humaines qui sont cachées, ont été cachées pendant des centaines d'années. Mais juste d'aider, de partager, ça nous remplit. Et on n'a pas besoin de rien en retour pour être rempli. On se remplit déjà à donner. Mais je comprends très bien qu'il faut faire une transition parce que les gens sont pas tous prêts là, et peu sont prêts présentement. Mais c'est vers ce monde-là que je crois. Mais je voulais juste confirmer avec toi. Donc, est-ce qu'on pourrait comme se servir d'une heure de temps, tu sais, pour tout de suite, là, pour les gens, là, au départ, là, pour la transition un petit peu, parce que les gens sont pas prêts encore à dire, ben moi, je te donne ça, puis c'est tout, là. Tu sais, sans pourtant, parce qu'il y en a qui m'ont dit, puis j'avais le bon argument pour ça. Il y en a qui m'ont dit, ouais, mais il y en a qui vont rester assis sur leur sofa, puis ils ne bougeront pas. Ben, j'ai dit, ces gens-là, Non, lorsqu'ils justement, vont avoir besoin, non, mais ces gens-là, lorsqu'ils vont avoir besoin de nourriture, ben, à ce moment-là, ils vont demander à qui?
parce qu'il bouge Non, pas. mais Il bouge justement, pas. Hugo, Lina, il y a la solution. Si vous prenez 24 heures dans une journée humaine, on ne peut pas faire plus que 24 heures. Et si on faisait chacun 24 heures à œuvrer par jour, on ne reposerait pas notre corps, ce ne serait pas techniquement possible. Ce qui veut dire, à un moment donné, on rentre dans un système d'accumulation, en fait. On empile. C'est-à-dire qu'à un moment donné, au plus on va faire d'heures, au plus on va accumuler d'heures. Et pourquoi, justement, on ne donnerait pas les heures dont on n'a pas besoin aux autres, en fait, dont on n'a plus besoin? Ben oui, mais oui. Léna, je te remercie encore une fois pour ton intervention. C'était magnifique ce que tu as dit une fois de plus. Euh, et j'ai adoré. Et en fait, par contre, juste une seule chose, c'est que non, il n'est pas question de donner une heure pour attendre une heure en contrepartie ou quoi. On retombe dans un système de troc. L'idée, c'est vraiment, d'ores et déjà, si tu veux être dans cet état d'esprit, libre à toi, sans aucun problème, effectivement, et c'est fortement encouragé, d'aller sur l'application, de remplir tes compétences et de les offrir à qui le désire. Tu vois, tu peux déjà être dans l'état et les gens vont être interloqués. Tu fais une initiative gratuite comme ça, mais pourquoi? Ben, pourquoi? Parce que ben voilà, j'attends pas pour mon éveil de conscience. Pourquoi? Parce que le grand projet. Pourquoi? Parce qu'un monde sans argent. Pourquoi? Parce que par exemple, à l'Assemblée de Nancy, ils ont créé une équipe de jardin partagé. Ils sont allés dans une copropriété et ils font le jardin de la copropriété sans rien attendre en retour. Voilà, donc j'ai été interloqué, je leur ai dit, mais vous gagnez quand même vos paniers de fruits et légumes en retour? Non, on fait ça juste pour la communauté. Ah bon? Mais vous y gagnez quoi? Ben rien. Voilà. Et de là, par contre, je me permets juste de finir. De là, l'idée m'a germé, effectivement, de proposer non seulement la même chose à mon assemblée, mais de voir le système peut-être pousser un peu plus loin et de créer plusieurs équipes comme ça pour créer des jardins un peu partout dans toutes les jardins qui seraient justement abandonnés et délaissés, parce qu'il y en a beaucoup à l'île de la Réunion. Et donc de créer des zones comme ça d'urbanisme autonome là où on va avoir des difficultés, parce que sinon, c'est toujours pareil, pour acquérir un terrain agricole, il faut de l'argent, etc. Mais par contre, aller cultiver gratuitement le terrain des gens, ça reste quelque chose de beaucoup plus facilement négociable. Et ça crée comme ça des petits oasis de verdure. Et voilà, donc tout ça pour dire qu'une idée gratuite et altruiste comme ça, qui a eu lieu à Nancy, vient rebondir comme ça, pouf, à plus de 10 000 kilomètres dans une autre assemblée qui s'est inspirée d'une autre assemblée, tout simplement. Et voilà comment on grandit et on évolue ensemble. Ah, wow, mais c'est une bonne idée, ça. Parce que justement, tu sais, un terrain, puis chacun participe selon ce qu'il connaît, où on peut montrer et tout ça, puis chacun apporte un petit quelque chose à ça. Donc, c'est une contribution. Puis sans attendre rien, là, tu sais, c'est même merveilleux de jouer dans la terre et tout ça. Moi, j'adore ça. J'ai quitté la ville d'ailleurs pour ça, là, parce que j'avais besoin de retrouver la nature. Donc, oui, merci, Hugo. Merci beaucoup. Merci. Ben, avec grand plaisir, Lina. S'il y a d'autres personnes, Finalement, n'hésitez pas. Hein. Finalement, est-ce que la pierre angulaire de toute l'affaire, ce ne serait pas la notion de propriété? Parce que c'est à cause de ça, en fait, qu'on se retrouve encore, entre guillemets, accro, addict à l'argent. Oh là C'est-à-dire là, que tu nous lances un gros sujet en fin de soirée, là. Ah non, c'est un bon sujet hein, quand même, hein, je trouve. Hein. Oui, mais il est gros, Parce que il finalement, est gros dossier, quoi. c'est à cause de ça, en fait. Il y a à la fois la notion de propriété et il y a la notion de confiance. C'est-à-dire que là, tout à l'heure, on parlait justement de ah bah oui, bah du coup, si on sort de l'argent, on rentre dans le troc. Bah, c'est parce qu'on ne fait pas confiance au monde qui nous entoure et que du coup, quand on donne quelque chose, on se dit ah bah, je vais encore me faire avoir. D'ailleurs, en plus, on a ce vieux dicton qui propage encore la méfiance aujourd'hui, c'est quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Oui, C'est vrai alors qu'actuellement, juste, malheureusement, les choses je qui me sont données permets gratuitement, d'intervenir. De même, par contre, dans un monde sans argent, tu n'auras plus aucune chance de te faire avoir quand tu achètes un produit. Juste, c'était la petite parenthèse. mais bien sûr, mais c'est justement, c'est vrai qu'il y a un gros travail d'ouverture à opérer et surtout à guérir une forme de confiance vis-à-vis d'autrui. C'est justement le fait que quand quelqu'un se montre complètement altruiste, paradoxalement, ça a tendance à générer de la méfiance. Ouh là là, celui-là, il cache quelque chose.
Et c'est là où c'est pas évident en fait d'essayer d'emmener les gens avec nous dans cet état d'esprit du don. C'est que il y a encore cette croyance qu'il y a quelque chose qui se cache derrière. Et il y a une forme de confiance à guérir aussi de ce côté-là. Oui, oui, alors en fait, ça remonte surtout à un conditionnement, hein, c'est-à-dire que c'est l'un des nombreux biais cognitifs générés par l'argent qui remonte à plus, alors si je dis pas de bêtises, aux alentours de 2700 ans, enfin on va pas pronostiquer, mais avant Jésus-Christ, bref, ça remonte à un bon petit bout de temps. Là-dessus, je perds mon fil. J'aime bien souvent perdre le fil comme ça. Sébastien, pars tu un peu redonnes le loin. fil? Mais Quand c'est gratuit, c'est toi le produit, le fait de ne pas avoir confiance dans les échanges. oui, donc en fait, voilà, ça vient non pas d'une notion de méfiance, mais ça vient surtout d'une question d'ancrage que de l'argent. Et là encore, le jour où on arrive à se libérer de l'argent, c'est quelque chose qui va disparaître. Ça fait partie des vers qui vont disparaître très rapidement. Mais à l'heure actuelle, je suis totalement d'accord avec toi. Quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Ça se vérifie d'autant plus avec le big data aujourd'hui sur Internet. Mais maintenant, de manière concrète, la confiance elle s'octroie aussi à l'essai. C'est-à-dire, la confiance n'empêche pas la vérification. Et à un moment donné, quand les gens font œuvre d'altruisme, c'est toujours payant. C'est toujours payant en plus parce que quand tu donnes 1, tu reçois toujours 100. Donc, même si les gens sont méfiants au début parce que, oui, ben, ils ont été échaudés, la vie passe son temps à nous échauder. On est dans un système qui marche sur la tête. Donc, forcément, on est tous blessés par cette société, plus ou moins, à différents niveaux, à différents degrés. Et ça crée effectivement cette méfiance. L'argent qui crée en plus ces fameuses déviances cognitives dont je parlais, qui sont finalement l'égocentrisme, l'individualisme, la compétitivité et toutes ces notions de valeurs qui ne sont pas des valeurs positives, finalement, vont créer cet état de méfiance et vont empêcher de faciliter cet épanouissement. Mais maintenant, je pense qu'on est dans le bon salon ce soir, puisqu'on est dans une chaîne spirituelle, pour savoir que lorsque on donne sans compter, on reçoit beaucoup plus et que la lumière du don éclaircit vite l'obscurité de la méfiance. C'était très joli. Attention, tu vas te faire traiter de fausse lumière, hein, fais gaffe. Ah bon? Je plaisante, je plaisante, je plaisante. Et ouais, je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord avec toi. En fait, à la base, en fait, quand on donne et qu'on offre à l'autre, si on enlève tout besoin qu'on pourrait avoir de vivre, de manger, de s'alimenter, d'avoir un toit, effectivement, bah, tu ferais pour ton prochain, tu aiderais sans réfléchir à si je fais ça, qu'est-ce que je vais avoir? Et en fait, qu'est-ce que je vais avoir? C'est parce que justement, on a besoin de cet argent aujourd'hui pour vivre, et si on n'a pas cet argent, ben, comment on va faire en fait? C'est un grand paradoxe en fait. Mais surtout, cette énergie du don, on l'a tous expérimenté, que ce soit en tant qu'acteur ou en tant que receveur, puisque ce don, justement, c'est juste la base de tout, comment dire, de tout noyau familial. Je veux dire, nos propres parents nous donnent sans avoir d'attente spécifique de retour. Et ça, c'est un truc. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a cette méfiance qui s'instigue de plus en plus sur cette idée que bah, le don n'est pas finalement si gratuit que ça. Parce que beaucoup de familles, et de manière générale, les noyaux familiaux se retrouvent malmenés par le système en place. Mais cette économie du don, on est dedans, en fait. Oui, on est dedans dans cette économie du don quand tu regardes quand tu vois par exemple que tu as dans les forces, quand on prend les statistiques, rien qu'en France, tu as 2/3 de la population, écoute bien, hein, 2/3 de la population active qui, dans les 3 ans qui viennent de s'écouler, ont été membres actifs d'une association de manière non salariée.
attrape-toi le chiffre, comment je l'ai bien retenu, et la formulation juste, hein. C'est-à-dire que le compte, les 2 tiers de ces gens actifs tiennent compte des bénévoles salariés, hein. On fait bien la distinction de ça. Donc, on exclut ceux qui sont salariés. On parle bien de 2 tiers de la population active qui a été ou qui est bénévole de manière active. Voilà. Donc, ça veut dire que ce monde sans argent est bien plus proche qu'on ne le croit. Je suis tout seul? Vous êtes là? Non, on est tous là. Il y a quelqu'un qui aimerait lancer un sujet. Nassim, Raphaëlla, vous êtes les bienvenus tous, hein, tout le monde qui Bonsoir. est sur le. Bonsoir, c'est Nassim. Bonsoir Nassim, comment vas-tu? Très très bien, très très bien. J'écoutais de façon assez passivement, mais du coup, je me suis senti de pouvoir intervenir sur la discussion que vous aviez et revenir sur le paradoxe sur lequel tu avais terminé, Olivier, ton intervention. Julien, pardon, ton intervention. Le fait est que l'analyse que vous avez faite des comportements et des suppositions que les gens peuvent faire lorsque voilà, la peur de se faire tromper, lors d'un échange, le manque de confiance, voilà, la supposition, la méfiance, tout ça, ça reste, j'ai envie de dire, des concepts qui sont en train de périmer ou qui ont déjà périmé. Et que tout ce système qui est actuellement, en marche avec, ce que vous faites avec, ce projet, avec, tous ceux qui peuvent exister comme ça et tous ceux qui ont pu voir des visualisations effectivement heureuses de monde sans argent, c'est que peut-être que celui-ci, petit à petit, est en train de naître dans une, élévation de conscience, collective qui fait qu'on tendra beaucoup plus à avoir la foi en l'amour et dans l'échange, l'amour, ben, ça laisse pas de place au jugement, aux suppositions et à la méfiance. Amen. Amen. Juste basculer d'une présomption d'innocence, enfin, d'une présomption de culpabilité vers une présomption d'innocence. On va passer des malades asymptomatiques, des délinquants alors qu'ils n'ont encore rien fait, à partir du principe que tout le monde a des bonnes intentions à la base, tout le monde a les mêmes besoins et a envie de vivre dans un monde harmonieux. Et en fait, donner la confiance aux gens, effectivement à l'essai, mais sur un registre plutôt positif dans l'idée. Mais clairement, de toute façon, le comportement est déjà en train de changer et un monde sans argent, pardon, achèvera de modifier encore plus les comportements vers quelque chose de vraiment plus collaboratif, participatif et de toute façon, ça va aller dans ce sens. Il y a pas d'autre choix. Dans le sens de l'amour. Oui, dans le sens de l'amour, oui. Alors, est-ce que oui, ça va aller dans le sens de l'amour, en fait, tout simplement parce que, quand on essaye de visualiser, c'est même pas quand on essaye, c'est quand on visualise, on se rend compte que c'est vraiment l'argent, le vecteur. Je sais que je me répète et je résume un peu finalement le fond de l'idée. C'est vraiment l'argent qui est le vecteur de toutes les dérives. Quand j'entends les dérives, j'entends également les dérives mentales que l'on peut avoir par rapport au système, les dérives relationnelles, les dérives comportementales, c'est donc l'égocentrisme, l'individualisme, l'esprit de compétition, la crainte, la peur, tous ces termes-là. Au niveau relations sociales, ça impacte à ce niveau-là. Au niveau économique, donc vraiment dans tous les domaines. Là-dessus, je vous invite également à envisager les bénéfices que peuvent engendrer un monde sans argent sur les différents domaines. Donc, tu parlais en fait, ce qui m'a fait rebondir, c'est la notion de confiance. Imagine la crise du coronavirus qu'on est en train de traverser et la polémique qui est à l'heure actuelle, pour faire un peu d'actualité, sur la vaccination. Il n'y aurait absolument pas eu de polémique sur la vaccination dans un monde sans argent. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'y aurait pas eu le soupçon que les laboratoires fassent ça dans le seul et unique but de gagner de l'argent. Et c'est l'évidence qui fait que, voilà, toutes les théories du complot, par exemple, deviendraient du jour au lendemain résolues d'un coup de baguette magique parce qu'on saurait le fin mot de l'histoire de tout. Sans argent,
les masques tombent dans tous les domaines. Voilà. Sans argent, on se retrouve avec des professionnels qui sont tous passionnés. Sans argent, dans un monde sans argent, on se retrouve avec tous les centres de recherche qui collaborent, qui participent entre eux. On a une capacité d'innovation qui est démultipliée, mais une capacité de vraie innovation, pas de greenwashing. Parce qu'aujourd'hui, le terme innovation est très galvaudé par l'économie, notamment par le marketing vert, pour nous vendre des fausses solutions écolo. Là, on parle de véritable capacité d'innovation parce que les ingénieurs sont débarrassés de leur principale contrainte, qui est la rentabilité. Est-ce que vous envisagez un instant l'ensemble des produits de votre quotidien autour de vous dans la pièce, jetez un œil, si ce qui est à portée de regard est créé non pas pour la rentabilité, mais réellement pour votre usage, la dimension que peuvent prendre toutes les choses. La saveur de la baguette de pain, comme je disais tout à l'heure, quand vous allez chez votre boulanger, parce que certes, vous avez le boulanger qui est passionné aujourd'hui. Mais tu penses que ce serait une solution, Hugo? Parce qu'au bout du compte, si même tu enlevais tous ces intermédiaires que tu parles à travers l'entrepreneuriat et qui t'obligent par rapport aux coûts, aux marges, aux taxes, à tout ce qu'il y a à faire baisser le prix de tous les produits, en fait, on resterait toujours quand même avec une sorte de, on va dire, de notion de valeur de quelque chose, et aussi celui qui gagne en valeur quelque chose par rapport à son travail, en fait. Donc ça voudrait dire aussi dans un sens, au bout du compte, si ça coûte moins cher, on consommerait plus, si on le voit dans ce sens-là. Alors, il faut savoir que un monde sans argent ne veut pas dire que ça va être la goinfrerie. Un monde sans argent va quand même nous placer face à toutes les réalités de la société et parmi elles, le problème des ressources. C'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer à consommer des ressources finies de manière infinie. C'est toujours le même adage. Et donc, partant de là, il va falloir définir ensemble les modalités d'organisation concernant l'économie et notamment la partie des ressources. C'est-à-dire comment est-ce que l'on consomme quoi et dans quelle proportion. Donc là, on ne se fait pas pronostic de quoi que ce soit, parce que le grand projet n'a pas vocation à écrire une Bible, mais juste à fournir le livre et le support qui permettra à l'humanité d'écrire son histoire. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas se prononcer. En revanche, par contre, on peut avoir des pistes et on peut avoir chacun des avis et des visions personnelles. Et là, par contre, si jamais vous m'en posez la question, je peux éventuellement en répondre. Mais voilà. Et Hugo aussi, je tenais à dire que Nassim, tout à l'heure, quand il a pris la parole, il a dit une chose que tu as validée, l'amour, beaucoup d'amour. Et j'aimerais rajouter juste un mot derrière l'amour sans condition. Parce qu'en fait, si l'amour est conditionné par quelque chose, c'est encore une attente en retour et il y a une forme de valeur à ce qu'on fait, en fait. Je suis d'accord avec toi, mais il va falloir attendre un peu pour la capacité d'amour inconditionnel assujetti à l'ensemble de l'humanité. Ouais, alors l'ensemble non, là... mais justement, chaque personne à sa hauteur, à sa valeur, avec ses convictions, peut déjà le faire. En fait, il y a des gens, j'ai déjà rencontré des gens dans ma vie qui avaient de l'amour sans condition, qui voulaient m'offrir quelque chose pour le plaisir de le faire, tu vois. Et je trouve que c'est bien qu'il y en ait déjà qui le font. Bien sûr, j'essaye au quotidien de le faire avec ma femme, hein, très honnêtement, mais sinon, au-delà de ça, c'est la meilleure société possible pour aller vers l'amour inconditionnel, en effet. C'est vraiment celle qui le permettra le plus. De plus en plus, si je peux me permettre. Qu'est-ce que tu as dit, Nassim? On n'a pas entendu, excuse-moi. Non, je disais, il y en a déjà beaucoup, même si on ne le voit pas toujours sur ce monde, et il y en aura de plus en plus. Oui, je suis tout à fait d'accord. Cet amour d'accord. inconditionnel est de plus en plus puissant, à mon sens. Moi, c'est pour ça que j'aimerais les projets comme ça rajouter- vont dans la bonne direction s'ils sont faits avec amour. Chose dont je ne doute pas, Hugo. Ah, mais Moi, oui, j'aimerais bien totalement. rajouter. Oui, liberté Vas-y. libre, vas-y. Moi, j'aimerais bien rajouter, aller dans la direction de l'amour, effectivement. Moi, j'aimerais bien rajouter, aller aussi vers la direction de l'intelligence. Je pense que c'est pas négligeable parce qu'il y a quand même une utilité qui est intrinsèquement, comment dire, qui compose intrinsèquement le terme intelligence, vraiment l'utilité. Et quand on voit ce qui se passe, je prends un exemple Monsanto, mais il y en a certainement d'autres, où effectivement, j'entendais tout à l'heure
j'entendais tout à l'heure le fait que quand c'est gratuit, c'est nous le produit. Et on a tendance aussi à oublier que quand c'est payant, c'est aussi nous le produit, mais à plus grande échelle. C'est-à-dire quand on regarde les pesticides, Magnifique. quand on regarde le droit de polluer que les grandes entreprises peuvent acheter, non seulement on est victime sur le plan collectif, mais à un moment donné, effectivement, sur le plan individuel, on est atteint. Et c'est pas très intelligent, on va dire, vraiment d'aller polluer comme ça, d'aller mettre des pesticides pour empoisonner les gens. Euh, la crise sanitaire, entre guillemets, aujourd'hui, nous en dit un petit peu plus. Mais du coup, moi, j'aimerais bien effectivement rajouter vraiment le terme d'intelligence, même si l'amour est important, mais l'intelligence, si elle n'est pas là, ben pour moi, ça explique beaucoup ce qui se passe actuellement. On est dans la bêtise, on est dans la perversion aussi, on est dans toutes ces choses-là. Donc vraiment, la direction de l'intelligence, moi, ça me va bien de la rajouter. Je te remercie beaucoup ouais. pour ton intervention. En tout cas, Liberté Libre, c'est très vrai. Ce que tu as dit est très juste. Et je te rassure, effectivement, ce genre de société, une société sans argent, comme le démontre le grand projet, est vraiment susceptible de permettre des comportements logiques et cohérents. C'est-à-dire que la société marche sur la tête, hein, je l'ai dit à plusieurs reprises, et donc amène ces comportements aberrants, parce qu'il ne faut pas en vouloir à Monsanto, etc. Hein, ils ne font qu'exploiter le système. Je ne veux pas les dédouaner par là, hein, ce qu'ils font est absolument inavouable, mais en soi, on ne sait pas ce qu'on aurait fait, il ne faut pas les juger, parce qu'on ne sait pas ce qu'on aurait fait à leur place. Ceci mis à part, le fait de supprimer l'argent va supprimer de fait tous ces comportements déviants de Monsanto, de Big Pharma, parce que Big Pharma, on peut le citer sans aucun problème, hein, quand on prend le manuel des médicaments, je ne sais plus le nom exact du livre, mais grosso modo, on peut voir dessus que 80% de la pharmacopée relève plus du placebo que du véritable constat scientifique prouvé. Donc là encore, ça peut être remis en cause. Et là encore, une fois de plus, sans argent, on fera très très vite le tri dans les médicaments qui continueront ou pas. Donc voilà, il y a tellement de choses qui vont se purifier d'elles-mêmes, rien qu'en supprimant l'argent, que vous ne pouvez pas imaginer la beauté de la société que l'on pourrait avoir, à moins d'avoir fait une bonne période de projection mentale dans un monde sans argent, quoi. Moi, j'aimerais rebondir sur ce que Liberté Libre a dit. J'allais juste, oui, pardon, finir sur Excuse-moi, toujours pardon, pareil, ce que Hugo. disait Liberté Libre. Elle parlait d'intelligence et je voulais juste rajouter collective, parce que c'est un terme que je découvre, que j'ai découvert théoriquement depuis un bout de temps et que j'ai découvert pratiquement depuis peu, notamment au travers des assemblées justement et de ce travail au sein du grand projet. L'intelligence collective, ça a une saveur absolument magnifique parce que on a beau être intelligent, dès qu'on rajoute un autre cerveau intelligent, bah, il y a de suite une infusion qui est énorme et on se rend compte que le potentiel devient démultiplié. Et je fais notamment allusion à tous les projets qu'on peut mener dans une assemblée en mode sociocratique où on a par exemple des bonifications de la proposition qui font qu'on part d'un point A et qu'on arrive, qu'on part par exemple de faire un jardin partagé et puis finalement on arrive à créer une équipe de réseau de jardins partagés pour faire, enfin voilà. Et on arrive finalement à une proposition qui devient largement supérieure à ce que, à la base, on aurait pu envisager tout seul. Donc voilà, là encore, c'est quelque chose qu'on va pouvoir toucher du doigt de manière globale et généralisée, et ça va être tout simplement énorme. Je t'en prie, Julien, je te laisse la parole. C'est gentil. Moi, je voulais rebondir sur ce Comme chez que toi. Liberté Libre... Ah non, c'est gentil. Liberté Libre disait l'intelligence, et en fait, tu as rajouté collective, et effectivement, c'est très juste. Quand on utilise une multitude de facultés communes à penser, ben, je trouve qu'on va beaucoup plus loin dans notre manière d'arborer les choses, surtout quand on n'est pas dans des a priori du jugement envers les autres. Et moi, sur l'intelligence, j'aurais aimé rajouter l'éducation, parce qu'en fait, l'intelligence, c'est la connaissance, comprendre, savoir. Et aujourd'hui, pour nos générations, ça passe par l'éducation, ça passe par nous en tant que parents. Qu'est-ce qu'on va transmettre à nos enfants, qui sont notre génération, et nous sommes face à nos enfants les premiers interlocuteurs de ce qu'on va leur transmettre. Et en fait, dans ce cercle vertueux, on revient toujours à cette propre ouverture de conscience soi-même, l'action qu'on va déployer soi-même, envers soi-même et à l'extérieur. Et je trouve que dans cette intelligence-là, elle passe par l'éducation aussi.
C'est-à-dire qu'un jour, nous, on ne sera plus sur Terre pour continuer d'œuvrer. Et c'est en ouvrant notre conscience nous-mêmes et en permettant à nos enfants de l'ouvrir aussi qu'on peut laisser justement une trace derrière nous pour qu'ils puissent, pour qu'ils puissent continuer, pardon, ben justement le travail qu'on fait aujourd'hui. Donc ça passe par l'éducation, je pense aussi. Je dirais Ça permet de plus, dire que c'était très beau. Pardon. Complètement. je Tout- dirais plus élever des enfants. Pour moi, élever, c'est amener vers le haut. Pour moi, éduquer, c'est leur imposer des choses. Alors oui, on rentre justement sur les terminologies, mais il est vrai que le choix des mots est très important. Mais l'éducation est un gros, gros dossier également parce que oui, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à revoir dans l'éducation. À l'heure actuelle, de toute façon, on formate les parfaits petits soldats du système. C'est-à-dire qu'on encourage justement, ne serait-ce que par les bons points et les images dans les petites maternelles. Ça démarre dès ça. On encourage déjà la compétitivité, la réussite, le dépassement de soi. En soi, c'est une bonne chose que de pousser un peu au dépassement de soi, mais quand il est extrême, ça en devient toxique. Ça en devient toxique parce qu'on ne peut pas toujours être au top de sa performance. Enfin bon, l'école, finalement, crée un cadre qui est très, très difficile à suivre pour la plupart des enfants et encore plus, à plus forte raison aujourd'hui où justement, pour rejoindre ce que vous disiez, l'éducation commence à changer parce qu'on est en train d'élever nos enfants et non pas à éduquer, pour reprendre la bonne terminologie. Oui, très juste, tu as très juste. Merci Isa. Non, mais c'est Isa qui a dit ça, hein, donc c'est Ah à ouais, elle ouais, qu'on elle avait raison et tu me fais bien doit. de le reprendre. Mais effectivement, on a des parents qui de plus en plus élèvent leurs enfants avec le respect de leur potentiel. Tout simplement cette valeur-là. C'est-à-dire ne plus les contraindre par une éducation rigide qui permet à l'enfant finalement d'exploiter son potentiel et ce qui a pour conséquence d'avoir beaucoup, beaucoup d'enfants dans ces générations qui naissent de plus en plus de haut potentiel. Et donc ces enfants-là se retrouvent très souvent pas en échec scolaire, mais dirons-nous, oui, en difficulté scolaire, parce qu'ils ont beaucoup de mal à s'associer à l'enseignement standard. Sans compter on parle là de l'une des facettes des problèmes de l'argent dans le domaine de l'éducation, parce qu'il y en a tellement d'autres. Si on fait parler une enseignante, qu'elle soit d'une maternelle, parce que j'en côtoie par rapport à mes enfants, ou de plus grande classe, parce que j'en côtoie aussi pour avoir une ado, vous pourrez tous entendre que c'est dramatique que l'enseignement public et finalement on l'entend, on le sous-entend dans les discussions, les dévers liés à la finance, même au travers de ça, quoi. Donc, bref, un énorme dossier encore que la finance. Pardon, l'éducation. Un joli lapsus. Oui, c'est clair. Je propose à tous, on arrive, il est quasiment 23 h. Moi, je vais proposer maintenant de couper l'enregistrement. Je vais proposer à Hugo. Après, Hugo peut rester avec nous et puis le salon continue, ne vous inquiétez pas. Donc, je vais couper l'enregistrement maintenant.